Vous avez certainement déjà vu ce bout d'interview de Jean Dujardin, mais j'ai aussi un bout d'interview qui m'intéresse aussi. C'est une interview que j'ai repérée de Maxime Biaggi chez Zach en roue libre qui est sorti aujourd'hui. Enfin, l'interview était hier, mais c'est sorti aujourd'hui. À la base, j'avais un clip, mais il a été supprimé, je sais pas pourquoi. Et du coup, je me dis, bah tiens, autant regarder la catégorie qui est faite pour ça, parce qu'en fait, Maxime Biaggi, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le créateur, enfin un des co-créateurs de Zen, notamment une grosse émission sur internet, et c'est un influenceur varié, humour, je sais pas, lifestyle, un truc du genre, enfin voilà, c'est un influenceur parmi tant d'autres, mais il a quand même une petite passion pour le cinéma, notamment il aimerait être acteur de cinéma, et c'est vrai que du coup cette interview, le début, ça parle un petit peu de son rapport avec le cinéma, son rêve de devenir acteur, tout ça. J'en ai absolument rien à foutre personnellement, enfin c'est pas que j'en ai absolument rien à foutre, c'est que je me dis c'est beau d'avoir des rêves, très bien, et je le soutiens, il fera ce qu'il veut, hein, bien sûr, même si je le connais pas, je l'ai croisé vite fait, je crois une fois à Webedia, c'est tout. Reste que, effectivement, un nouveau Kev Adams, c'est possible. Non, il y a quand même un truc où Maxime Biaggi, il essaye un petit peu de charbonner le côté acting, mais vrai acting, et de pas juste être dans un rôle comique. Alors, il a dit qu'il avait décroché un rôle qui passerait au cinéma et que ce serait vraiment un rôle comique pour commencer. Mais qu'après il saura grimper les échelons sans griller des cartes, etc. Reste que je suis en mode ok, vas-y, pourquoi pas, fais tes affaires dans ton coin et on verra après. Mais il y a un petit passage qui m'a interpellé, c'est qu'il y a un passage l'état du cinéma français en ce moment, enfin l'état du cinéma en ce moment, et dans lequel il parle notamment du cinéma français. Oh, on peut afficher les chapitres à côté. Oh, magnifique, magnifique. Il y a même la transcription, mais c'est magnifique, hein. La nouvelle interface YouTube, en vrai, je l'aime bien. Je vais pas mettre ça, on va regarder plus tard quand même. Mais, mais moi je l'aime bien. Donc du coup, ça m'intéresse un petit peu de voir l'avis de Maxime Biaggi sur le cinéma, même si... Alors, il y a une image il y a beaucoup d'images que je déteste sur Internet, mais il y a une image que je déteste particulièrement en ce moment, et qui est utilisée de partout, et qui, je trouve, permet beaucoup de faire fermer leur gueule aux influenceurs. Et en fait, c'est une image que je vois tout le temps, un peu rien à voir avec Maxime Biaggi, mine de rien, mais c'est une image que je vois tout le temps quand il y a des influenceurs qui parlent de politique. Notamment, je crois que la dernière fois que je l'ai vu, c'était genre Grim Cujo qui disait le PS c'est des merdes, avis particulièrement basé et avis particulièrement vrai, hein, bien sûr, et quelqu'un qui sort cet extrait-là de Ryan PSN s'exprime sur la guerre en Ukraine. En fait, c'est vraiment un truc de... Je trouve que en voulant montrer que les influenceurs sont débiles, et donc du coup leur avis politique n'intéresse pas les gens, je trouve que ça starifie les influenceurs sans le vouloir et les créateurs de contenu, et de dire ouais mais c'est quoi ton avis de merde, etc. Alors que merci beaucoup Safran, merci beaucoup pour le sub, salut Léon, salut à tous ceux qui arrivent, mais c'est vrai que ça les starifie et ça les met en fait sur un piédestal de dire toi tu n'es pas un citoyen comme les autres, t'es un influenceur donc ta gueule, juste donne-moi du contenu et puis bah ça. Non, ça reste des citoyens, ils ont tout à fait le droit de s'exprimer en matière de politique, ils ne le font pas pour des raisons purement économiques, ça évidemment. Mais a priori, qu'est-ce qui empêcherait Grim Cujo, Terracid, enfin les gens de la caca box, mais aussi tout type d'influenceurs d'exprimer leur opinion politique? Je vois pas exactement qu'est-ce qui les empêcherait. Et là, c'est vrai que on se dit Maxime Biaggi parle de cinéma, qu'est-ce qu'il a à en foutre, etc. Bah non, le cinéma, ça reste quand même quelque chose de commun qu'on a tous, qui traverse les gens et où tout le monde a un avis dessus. Tout le monde a un avis citoyen autour du cinéma. Parler de cinéma n'est pas réservé aux purs cinéphiles qui ont vu 50 000 films. Maxime Biaggi, il a un petit letterboxd où en soi, il essaye de rattraper un petit peu les classiques. Moi, ça m'intéresse de savoir son avis sur le cinéma. Donc, voyons voir, surtout que il est acteur du milieu. Il est littéralement acteur déjà. Donc, il a quand même un avis un peu plus basé. A priori, voilà, il est comédien. Enfin, je me dis que quand même, et Zen est quand même inspiré de beaucoup de choses par rapport au cinéma, même si bon, tout le monde s'inspire du cinéma en réalité. Et c'est surtout que je vois des personnes partager ce qu'a dit Jean Dujardin, mais pareil, qu'est-ce qui fait que Jean Dujardin a un avis pertinent pour parler de l'état du pays actuel? Pas grand chose, mais bah, c'est un citoyen comme les autres, il a le droit de s'exprimer, c'est juste que lui il s'exprime sur le 20h de France 2, et Maxime Biaggi il s'exprime sur Zach en roue libre, quoi. C'est d'autres tiers, c'est d'autres tiers, mais on va regarder ça tous ensemble. Et galère, tu vois. Tu penses quoi de l'état du cinéma en ce moment? Ah, c'est une galère. Je sais qu'il y avait que Canal est un gros financeur de films. C'est vrai, alors
Ça d'ailleurs, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, enfin j'en ai parlé quand il y avait la première news autour de tout ça, mais c'est vrai que Canal récemment est devenu copropriétaire actionnaire minoritaire à 34% de UGC en vue d'un rachat progressif potentiel en 2028 si jamais Canal a envie de racheter UGC. Alors, de ce que j'ai compris, ça va pas changer grand chose, en vérité, c'est juste que oui, UGC appartiendra à Canal. Reste qu'aujourd'hui, en fait, la régie pub, j'avais lu ça vite fait, ça se trouve c'est faux, hein, mais la régie pub de UGC actuellement, c'est Canal+. Donc si des gens ont un petit peu peur de se dire, ouais, Canal+ va mettre de la propagande pour des trucs d'extrême droite, en mode Bolloré et tout ça, les gens, ça ne changera rien à ce niveau-là, si c'est des trucs comme sur les publicités. Mais en gros, le truc c'est que moi, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup de parano autour de ça. Moi, je pense que ça va pas changer grand chose parce que Canal+ finance énormément déjà des films de gauche, enfin catégorisés comme des films de gauche. Il finance également des films de droite, bien sûr, mais il finance un petit peu tout, bien évidemment. Il y a quand même ce truc où je pense que ça va pas changer grand chose en réalité si Canal si UGC se fait racheter par Canal. En tout cas, bon, est-ce que ça changera vraiment tout? On verra d'ici 2028. Il y a vraiment plein de trucs qui devraient se passer d'ici là. A priori, peut-être que Canal même va changer. Faut quand même pas non plus se dire que Bolloré est éternel. Et qu'il y avait des soucis en ce moment et que c'est très compliqué. Moi, je sais, parce que je suis là-dedans, j'essaye de pousser pour des trucs que j'écris et les faire financer. Ah, alors ça, c'est quand même les bons trucs vraiment de youtubeurs, c'est de dire ouais, je vais financer, écrire et réaliser un film, etc. Bon, il y a quand même ce truc, quoi. Je me souviens que d'ici, je crois que c'était il y a 5 ans, il y avait Cyprien qui disait ouais, je vais réaliser un film, etc. Bon, ça va, quoi. Est-ce qu'on l'a vu venir d'ici là? Pas trop, quoi. Donc bon, c'est toujours de toute façon le délire des vidéastes et des influenceurs et des créateurs de contenu, c'est de dire ouais, un jour je ferai du cinéma. C'est quand même un petit trajet, hein. Je parlais tout à l'heure des frères Philippou, de Zach Cregger qui faisaient des vidéos sur YouTube et qui aujourd'hui font du cinéma. Il parlait pas de ses courts-métrages, non, il parlait vraiment de faire un film, en mode il disait j'ai un accord avec Gaumont, etc., des trucs du genre, donc on se dit ah ouais quand même c'est plutôt sérieux, mais voilà quoi. Ouais c'est vrai, il parlait de ses fesses, tout à fait, il voulait faire un film de cul. mais en vrai, c'est toujours de toute façon un rêve de se dire ouais, un jour j'irai au cinéma parce que en vrai, je produis déjà des contenus, je produis déjà du contenu fictionnel. Donc vas-y, pourquoi pas faire du contenu pour le cinéma. Sauf qu'en fait, c'est toute une autre machinerie et que c'est tout un autre type de contenu, quoi. Oui, tout à fait, il a une formation de comédien, enfin, il est quand même implémenté, il a joué la comédie dans certains films, tout ça. Donc voilà, quoi. C'est très dur en ce moment. Genre, les prods, elles sont très frileuses et tout. C'est pas facile en vrai. Mais par contre, je trouve que le cinéma français, il a trop mauvaise presse alors qu'il y a des trucs de ouf qui se passent. Et ça, par contre, il a tout à fait raison, hein. C'est-à-dire que vraiment, l'avis que les gens ont sur le cinéma français, l'avis que les gens ont sur toute la production française, c'est soit de dire qu'on fait que des drames chiants, soit de dire qu'on fait que des comédies comme Les Tuches ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Alors que la réalité, bon, déjà, Les Tuches, c'est une super saga de films, je trouve, jusqu'au 4e film qui est un peu décevant. Surtout, en vrai, je pense qu'on est une des industries les plus variées en termes de production cinématographique, où en fait on produit des tonnes et des tonnes de films très différents, radicalement opposés à chaque fois, avec des grandes forces de proposition, vraiment avec beaucoup de choses et beaucoup de... Enfin, comment dire, beaucoup de créatifs et beaucoup En fait, je trouve que particulièrement en ce moment, d'ailleurs, on a énormément de nouveaux réalisateurs et de nouvelles réalisatrices, d'ailleurs, et beaucoup de réalisatrices qui produisent leur premier film et qui passent vraiment dans la postérité et qui essayent vraiment de faire... notamment, je pense à Nino, qui a été pour moi un de mes coups de cœur de cette année, où je me suis dit qu'effectivement c'était un gros film de l'année, pourtant premier film, qui a, je crois, dépassé les 100 000 entrées, donc c'est quand même un petit pactole, et effectivement il y a beaucoup de propositions, on fait autant dans le film de genre que dans le film d'horreur, que dans, même si on en a de moins en moins, hein, mine de rien, des films d'horreur, et en fait, il y a un équilibre à trouver, bien sûr, parce qu'il y a des genres peut-être qu'on n'a pas assez, notamment évidemment le film de genre, le film d'horreur,
Mais il y a beaucoup, on fait autant de la comédie sociale que de la comédie franchouillarde, que de comment dire, que de que du drame, que vraiment du drame très classique, familial, mais qui en même temps va faire réfléchir, que des films un peu bourgeois, que des films un peu prolo, que des films, enfin, il y en a pour tous les goûts, je trouve, dans le cinéma français, et à chaque fois, toute l'année, il y a au moins un film qui vous conviendra en tant que spectateur, alors que je trouve que d'autres industries, que ce soit le Japon ou les États-Unis, typiquement, qui sont quand même, qu'on importe énormément, produisent moins cette variété-là. Alors après, peut-être qu'on a une bulle de filtre où en fait on ne voit que les films qui nous conviennent, et que les films que les distributeurs veulent bien éditer et veulent bien distribuer en France. Mais effectivement, j'ai quand même l'impression qu'on a une grande variété vraiment de production en tant qu'industrie cinématographique, quoi. J'aime pas les films, mais pour le coup, Lachaud fait partie ces réalisateurs qui essayent d'être le plus varié dans la comédie. Il y a un peu de ça, moi je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui critiquent Philippe Lachaud. Alors évidemment, en fait, c'est ça le truc, c'est que Philippe Lachaud, faut y aller pour ce qu'il est. Faut y aller pour un type assez franchouillard, qui fait des films dans son coin, qui fait des films vraiment assez... Enfin... où ça réinvente pas la poudre tout le temps. Mais en vrai, bah vas-y, c'est quand même des films où... en vrai, c'est plutôt sympa à regarder, on passe plutôt un bon moment, et puis voilà, quoi. Il y a vraiment des films de fous en France, sauf que les films qui marchent, là, les comédies qui marchent Ouais. beaucoup et tout, c'est peut-être pas tout le temps les meilleurs films, mais ils cochent toutes les cases pour que ça fonctionne. Et il y a quand même aussi un truc où, moi je me souviens, c'était une des premières émissions que j'avais fait en live, où en fait on parlait avec Brivan, du coup, à l'époque, comment ça s'appelle, les Secpa au ski, je crois que c'est ça, qui était un gros succès en salle. Et en fait, il faut savoir que tout le système cinématographique français, c'est de financer, grâce justement au gros succès en salle, y compris du coup les comédies franchouillardes que les gens voient et où ils se disent ah, c'est des trucs de débiles, tout ça, même si parfois ça peut être très sympa. Encore une fois, les tuches c'est très sympa, hein, bien sûr, mais il y a quand même un truc où effectivement ça reste quand même des films importants, mine de rien, à aller voir. Alors, peut-être pas aller voir pour vous, je pense qu'il y a des trucs où il y a des gens qui diront moi je passe mon tour, mais c'est important qu'ils existent ces films-là, parce que faut pas se dire encore une fois que le cinéma français, il faut financer tel film et pas tel autre. Parce que là, en fait, on rentrerait dans un truc où on se dirait... Enfin, typiquement, moi je me souviens, il y avait des droitards qui disaient ah, le cinéma français, basé à base surpompé, qui n'utilise que des subventions, en fait, ça va s'écrouler à un moment. Et ce qui est dégueulasse, c'est que il faudrait ne produire que des films qui marchent. Oui, mais non, tu peux pas savoir quel film va marcher à l'avance, déjà. Et surtout, t'as besoin de films qui marchent et t'as aussi besoin de propositions plus intimistes pour attirer des publics différents. Les gens qui vont voir Nino, qui vont voir La Tour de Glace, qui vont voir Marcel et Monsieur Pagnol, c'est pas le même public qui va voir Chien 51, qui va voir Le Comte de Monte Cristo, qui va voir... Enfin, il y a des publics très très variés dans le cinéma français, et on est, vous le savez, hein, un pays très divisé en termes d'opinion. Donc évidemment, il y a des tonnes de films qui ne conviendront pas à d'autres. Et en fait, on a besoin de ramener les gens en salle grâce à des propositions assez uniques. Et peut-être que, du coup, après, ils iront voir les gros blockbusters en se disant c'est vrai que la salle de cinéma, quand même, c'est plutôt chouette. On a un système très vertueux qui fait que si on produit de la qualité en quantité, là, les gens auront envie quand même d'aller venir, quoi. Mais effectivement, Mister HS qui parle de Philippe Lachaud, il y a quand même un truc où effectivement Philippe Lachaud, le fait qu'il fasse une adaptation de Nicky Larson, c'est assez inattendu. Le film est pas génial, moi je l'ai vu, il est pas génial non plus, mais il y a des petites idées et c'est fait plutôt avec respect. Oh vas-y, pourquoi pas quoi, il fait ça dans son coin et puis il fait de mal à personne, j'ai envie de dire. Donc voilà, et il essaye quand même un peu de faire des trucs. Son film de super-héros, je me demande si je l'ai vu. En fait, le problème, c'est que ces films sont assez interchangeables quand même au niveau des vannes, c'est toujours un peu les mêmes, mais la base du sujet et de comment il market ses films est plutôt à chaque fois différent. Là, il va faire un Marsupilami. Oh, c'est intéressant quand même, hein. Et que les gens aillent le voir, que ce soit un succès populaire, tu vois, dans le chiffre. Mais il y a vraiment des films qui passent à la trappe que personne va voir, mais qui sont fondamentalement incroyables. Est-ce que tu as un exemple d'un film que tu as kiffé mais qui n'a pas eu une presse de... Il y en a plein, il y en a plein. Ah. Après, attention, parce que, tu vois, je dis ça, mais ceux que je vais te citer, ils ont quand même marché, tu vois. Ouais. Mais je pense à 20 Dieux, Miséricorde, là,
En vrai de vrai, les deux exemples là qu'il a donnés, 20 Dieu Miséricorde, on revient d'ailleurs au débat sur les 10 films qui m'ont marqué et le fait que les gens trouvent qu'il n'y a pas assez de films. Les gens, à la fois, il y en a qui font trop les prouveurs, à la fois, il y en a qui font trop crari, ils ont vu, ils ont pas assez vu de films et donc un peu trop normie, tout ça, et ils mettent trop des films populaires. Là, les exemples de 20 Dieu Miséricorde, moi j'avoue que ça me surprend un peu. Pas nécessairement que j'en tombe de ma chaise, mais je me dis en vrai, bah, c'est plutôt chouette de citer ça dans un podcast comme ça qui est regardé par beaucoup de monde, parce que 20 Dieu, même si ça a été un gros succès quand même, je sais plus le nombre d'entrées, mais ça a quand même plutôt bien marché, 900 000 entrées. Gros succès surprise, gros succès, on en a déjà parlé ici, mais c'est assez impressionnant. Mais reste qu'il y a plein de gens qui peut-être n'en ont même pas entendu parler. Il y a eu une petite carrière au César, mais il a remporté je crois que 2 Césars. Il aurait, je pense, mérité bien plus que ça de fame. Et en vrai, il y a un truc où effectivement c'est plutôt chouette d'en parler un petit peu comme ça dans ce genre d'émission là. Et alors je parle même pas de Miséricorde, mais Miséricorde, je crois qu'en termes de nombre d'entrées, Miséricorde entrée, si je regarde ça, 228 000, c'est pas le succès du siècle, même si c'est plutôt impressionnant de la part d'Alain Guiraudy. Je me dis, ah oui, quand même, c'est plutôt chouette. Et en vrai, ça reste quand même un film assez... où tu regardes l'affiche de Miséricorde, qui a envie de voir ça, mais quand même, ça a fait plein d'entrées. C'est vrai que du coup, il y a que des trucs de Jésus, mais c'est vrai que ça a fait plein d'entrées. Tant mieux, avec un acteur principal quasiment inconnu, un cast quasiment inconnu. Putain, c'est assez lourd d'en parler dans ce genre d'émission-là. Même si, voilà, je vais pas... c'est sympa, tu vois. Et pour moi, effectivement, c'est des films où ça a été des classiques de l'année dernière. Je vais pas dire que j'ai digué pour aller voir ces films-là. Mais voilà, quoi. L'affiche US, c'est sympa. Ah oui, avec la feuille d'érable, c'est ça. Très, très chouette, effectivement. Très, très chouette. Qui était au César, là, cette année. En fanfare, c'est des films de fou qui étaient trop bien, tu vois. En fanfare, pour le coup, effectivement, film plus... entre guillemets populaire normie, il était sympa en fanfare, en vrai, il n'était pas très très inventif, mais il y avait quand même des petits trucs sympathiques à l'intérieur. Oui, effectivement, et puis au moins c'est vrai que les 3 exemples qu'il a donnés, c'est 3 exemples où on pourrait appliquer facilement le tampon cinéma français dessus, et dire ça c'est du cinéma français comme j'ai dans la tête dans mes clichés, mais en vrai ils sont très très différents en termes de ton, en termes de tout ce qui se passe à l'écran, enfin c'est vraiment très très varié quoi, comme patte cinématographique. Il y a un film dans lequel elle a joué. J'aurais bien aimé retrouver le nom, mais. Si tu le décris, peut-être le chat va te le trouver. Alors, faut savoir cette phase-là, j'ai deviné, en fait, j'ai déjà vu l'extrait, mais j'ai déjà un peu deviné, je savais déjà de quel film il parlait avant même qu'il ait fini la description. S'ils le trouvent, ils sont chauds parce que je crois qu'il a fait pas beaucoup d'entrées. Fais attention, hein. C'était Le public de Zach Nani qui va découvrir le cinéma gérontophile de Guiraudy, c'est donc ça un choc culturel, mais oui. J'ai regardé d'ailleurs tout à l'heure L'inconnu du lac, putain, c'est vraiment, c'est hardcore quoi. un film un peu dystopique avec Adèle Exarchopoulos, je crois, où elle va d'époque en époque. Et C'est là, très haut. là j'ai deviné que c'était La Bête. Parce que je me suis dit, attends, dystopique Adèle Exarchopoulos, ça doit être Planète B. Et après je me suis dit, attends, dystopique Adèle Exarchopoulos qui va d'époque en époque, c'est La Bête. Bon, du coup il s'est trompé, c'est pas grave, mais j'ai déjà deviné. Et en vrai, putain, pareil, hein, parler de La Bête de Bertrand Bonello sur le plateau de Zach Nani. Déjà parler de Bertrand Bonello sur le plateau de Zach Nani, putain, c'est quand même c'est un petit truc un petit peu pointu quoi. Onirique, dystopique, bizarre. Et c'est qui tout double, tu vois, soit tu aimes ou soit tu détestes. Moi j'ai passé un bête de moment et c'est un film français. Il y en a, il a dit Planète B. Oui. Non, alors du coup c'est pas Ils sont avec plusieurs à dire Planète B. Bah oui, non mais bien sûr ça étonne pas de la part de Maxime Biaggi, mais je suis quand même plutôt content de voir que ça parle bien de cinéma quoi. C'est quand même un truc où c'est chouette. Planète Non, B. ok, c'est pas Planète B, je pensais, c'est avec Léa Seydoux plutôt, pardon. Voilà. C'est avec, Et là, du parce coup, qu'il y c'est avait La aussi Bête. Planète B avec Adèle. C'est avec Léa Seydoux. Vous allez le retrouver, les gars, je le sens. Ça dit Il La était- Bête. Bon, j'ai trouvé incroyable, tu vois. Ils disent La Bête. La bête, merci. Ah, ils sont Voilà. chauds dans ton chat. Hein. Gros, ils l'ont tous envoyé, hein. Mais gros, ils sont trop chauds. En même temps, en plus, parce que La Bête, pour le coup, ça c'est un nouveau phénomène, j'ai envie de dire, mais il y a quand même un truc où il y a beaucoup de films letterboxd, entre guillemets, qui sont des films français mais qui marchent bien à l'international. En vrai, Miséricorde en fait un petit peu partie. Et mine de rien, La Bête, c'était un peu le film de cette année qui
marchait super bien à l'international, mais tout comme par exemple Portrait de la jeune fille en feu, qui est vraiment cet exemple-là du film Letterboxd qui marche bien en France, mais marche très très bien également aux États-Unis dans les communautés en ligne. Et je trouve que là-dessus, effectivement, La Bête de Bertrand Bonello, ça marche vraiment vraiment bien, quoi. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire ah ouais, j'ai pas aimé, mais par contre tu peux pas dire qu'il n'y a pas un travail de fou derrière. Ouais, qu'il y avait rien. Ouais, tu vois. Et Genre, ça, c'est t'as des pas films- aimé peut-être le parti pris, mais dans l'esprit. mais gros, Et je suis tout à fait d'accord d'ailleurs avec cette critique de La Bête parce que effectivement ça reste un film assez original. Alors on peut dire que c'est boomer, on peut dire que on se fait chier même parce que le film je crois il dure 2h30, un truc du genre. C'est en plus ou moins en 3 parties, en 3 époques et tout, avec vraiment plein de parties pris et des scènes très drôles hein, d'ailleurs à l'intérieur, notamment une scène de pick-up artist qui est hilarante. Mais en vrai il y a plein de parties pris esthétiques et mine de rien, ce qui m'a un peu déçu, c'est que la bande-annonce vend un truc un peu esthétique glitchisante qu'on retrouve pas trop dans le film, mine de rien, c'est un peu dommage. Mais ouais. en vrai, c'est une proposition de malade, tu vois. Et c'est des films français, tout ça. Ils sont trop bien, mais personne va les voir. C'est un peu dommage, effectivement, parce que ce qu'il dit, moi je suis tout à fait d'accord, c'est que au bout d'un moment, les gens qui disent le cinéma français c'est un peu de la merde parce qu'il y a toujours les mêmes films. Ouais, mais attendez, est-ce que quand il y a des films originaux, vous allez les voir? Est-ce que quand il y a des films type et pas en mode soutien critique, juste il y a des films originaux qui sont super chouettes que tout le monde un petit peu essaye de conseiller dans des sphères spécialisées, tout le monde essaye de dire vas-y, essaye d'aller le voir au moins comme ça, et les gens vont juste pas les voir, quoi. Tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai dit que la fin de L'Inconnu du Lac c'est lynchien comme film. Guiraud dit quand il va aux US, ouais, mon film préféré c'est Mulholland Drive. Bah bien sûr. Les films de Léa Seydoux sont super populaires en ligne aux US depuis Dune 2 et même le dernier Death Stranding. Alors après, Léa Seydoux, ça fait un moment qu'elle est super populaire aux États-Unis, mais j'ai aussi l'impression, enfin pas tous, j'ai l'impression, enfin typiquement France de Bruno Dumont n'a pas traversé l'océan Atlantique. Enfin, vraiment, France de Bruno Dumont, les gens aux États-Unis, j'ai l'impression que personne n'en parle. C'est en France qu'on en parle, du coup, mais j'ai l'impression que personne n'en parle aux États-Unis. Tout le monde osef un petit peu. Bruno Dumont est vraiment très ancré pour un public français. En même temps, je pense que c'est un film qui est fait pour le public français, quoi, qui est vraiment fait pour ça, quoi. Et en même temps, je trouve que effectivement, enfin, ce que tu dis, Poisson, par rapport au côté très lynchéen de L'Inconnu du Lac, moi je le retrouve également parce que c'est un film très doux en fait, L'Inconnu du Lac. J'en reparlerai peut-être quand je ferai le top 50 des films queer du 21e siècle, mais effectivement, il y a un côté très doux en fait dans L'Inconnu du Lac. J'ai l'impression que c'est l'inverse, France c'est son seul qui a percé aux US. Mais alors moi personnellement en tout cas, donc c'est très empirique hein, comme rapport au film, mais j'ai vu personne en parler. J'ai vu personne dire ouais, effectivement, c'est super chouette, etc. Donc bon, j'avoue que je sais pas trop, quoi. Je vais être honnête avec toi, je suis pas le plus grand cinéphile. J'y vais de temps en temps. À Nanterre, il y a un CGR franchement très très cool, donc ça me fait plaisir d'y aller. Mais donc du coup, en fait, c'est vrai que ces films français, à part quand il y en a un qui va m'intéresser, parce que, par exemple, le film de Yvick, tu vois, des trucs comme ça, Ouais. je vais aller y jeter un petit coup d'œil ou quoi. Bon. C'est vrai qu'effectivement, les créateurs de contenu, tu les vois rarement sur des tapis rouges, sauf quand c'est pour les productions des copains. Je sais que là, il y a une série documentaire par Seb et Sofiane, je crois, qui sort. Là, tu vois un petit peu les gens venir. Ou alors, quand c'est des gros événements. Moi, je me souviens que chez Allociné, t'as comment dire, t'avais des sorties de tapis rouges, enfin des sorties de salles, notamment pour des grandes avant-premières que parfois on couvrait. Et notamment, moi j'ai couvert l'avant-première de Avatar 2. C'était le jour de mon anniversaire en plus, le 13 décembre 2022, du coup. Et j'étais trop content parce que j'ai pu voir Avatar 2 24 heures avant tout le monde. et j'étais trop content. Mais c'est vrai qu'on nous annonçait une liste avec tout le gratin dauphinois des stars, avec des gens d'internet, des gens des réseaux, des gens acteurs, etc., des François Civil, Omar Sy. Au final, je crois qu'ils étaient dans une autre salle, peut-être, parce qu'on les a pas croisés à la sortie. À la sortie, en seule personne que j'ai reconnue, c'était Mijirachi. Donc vraiment, c'est un autre tiers de standing. Mais c'est vrai que, du coup, à part ces grosses sorties-là, généralement, les grandes stars, tu les vois pas trop. Y compris d'ailleurs les grandes stars en dehors du milieu de l'influence et du milieu de la création de contenu, du milieu webédia, tout ça évidemment.
je suis plus série. Ce que j'essaye de dire, c'est que le cinéma français, moi, il y a que la page Twitter là, du mec quand il y a un film français qui fait un four. Genre... Ah, et c'est ça. Putain, j'avais pas vu la suite de l'extrait, mais c'est intéressant. C'est vrai que si ton rapport au cinéma français, c'est Destination Ciné, parce que du coup, il parle de Destination Ciné. Putain que c'est désastreux. Mais en même temps, enfin c'est ça qui est fou, c'est que déjà il y a un vrai truc de la négativité fait plus vendre que la positivité. Ça évidemment. Mais il y a aussi un truc où effectivement, il n'y a pas de contre-proposition à Destination Ciné. Il n'y a pas de gens qui essaient de contrer Destination Ciné, de montrer qu'il y a des grands films qui sortent, etc. Et donc, mine de rien, c'est un poids qu'on a un petit peu tous à apporter, qui est de se dire que il a trop de force de frappe en tant que média, en tant que personnalité médiatique, hein, Destination Ciné, mais plus en tant que média, qui est qu'en fait, bah, il va super bien marcher en disant tel film a reçu tel nombre de subventions. Là, je vais regarder vite fait Destination Ciné, mais je crois qu'il a encore fait un tweet un peu à la con pour parler du Festival Lumière, je crois. Un truc du genre. Tac, tac, tac. Notre conseil du week-end. Au moins, il conseille un petit peu des films. Alors, c'est quand même un gros... Moi, je suis désolé, mais j'ai quand même ce truc un ricain qui vient faire un film sur la nouvelle vague. Il conseille que des films français quand c'est fait par des ricains ou quoi, je comprends pas. Et effectivement, il conseille pas tellement des films. Et quand il conseille, d'ailleurs, c'est quand même un compte qui a 45 000 abonnés. Il fait un truc sur les wokistes qui ont fait La Comtesse de Monte Cristo, qui veulent faire un truc, le Comte de Monte Cristo version femme. Bah, ça fait 47 likes. Il fait un truc conseil, ça fait 16 likes. C'est aussi, mine de rien, représentatif de comment les réseaux fonctionnent, bien évidemment. Donc il y a aussi toujours un biais du survivant là-dessus. Mais typiquement, il fait un tweet sur le budget du festival Louis Lumière qui a coûté 4 millions. Je me dis, c'est ridicule, franchement, pour un festival comme ça qui accueille des grandes stars internationales. C'est pas grand-chose, je m'attendais presque à plus. Bah, ça fait 100 likes. Quand il parle de Jean Dujardin qui dit, encore une fois, on va regarder l'interview après, que c'est compliqué de parler de France parce que on est taxé de facho quand on le dit, etc. Quand il fait des tweets en mode les bides, bah oui, là par contre ça marche super bien. Quand bien même à chaque fois, parfois c'est des films qui peuvent vraiment super bien marcher sur la longueur. Et typiquement, je vais juste taper un petit truc pour voir si ça confirme ce que je pense. Mais je vais regarder ça. 20 dieux de Destination Ciné, parce qu'encore une fois, 20 dieux, ça a été un petit succès. Tac, alors si je regarde un petit peu ça. Donc effectivement, il fait toujours un petit compte des flops de l'année, etc. C'est sa maraude. 20 dieux, il n'en a pas parlé. C'est quand même un truc où, a priori, 20 dieux, on peut être plutôt enthousiaste de se dire que 20 dieux, ça a plutôt bien marché. Et que, effectivement, le film a été un carton, surprise, et que personne s'y attendait, quoi. C'est le compte de ceux qui adorent détester le cinéma. Mais c'est un peu ça, Destination Ciné. C'est pas un compte de fans de cinéma, c'est ça le problème. Et par contre, si je tape, pour le coup, un film qui a aussi plutôt bien marché, l'histoire de Suleiman, donc il a dit 600 000 € d'argent public, mais ça s'est rentabilisé. Mercredi dans les salles, un nouveau film sur le sort des migrants qui a bouleversé le festival de Cannes. Le film a reçu l'avance sur recette du CNC. Et sinon, bah après, il n'en a quasiment pas parlé, quoi. Il en a quasiment pas parlé. Il a pas parlé du succès, surtout, en fait. Il a parlé du fait que les gens disaient, ouais, c'est trop bien, etc. Et sinon, bah, pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Il a dit, ouais, c'est de la merde parce que ça a reçu plein de prix, etc., quoi. Voilà, quoi. Voilà, c'est quand même quelque chose d'assez percutant, quoi. Salut, Chiara. Salut. Mais effectivement, moi, le fait qu'il parle pas de 20 dieux, je m'attendais pas honnêtement qu'il n'ait pas parlé de 20 dieux. Je pensais qu'il en avait au moins un petit peu parlé. Et si je tape anatomie, j'imagine qu'il va parler comment dire? Ah non, même pas. Ah oui, putain, c'est vrai que il a parlé de ça. Il a parlé de la cérémonie post-anatomie d'une chute et il a dit ouais, effectivement. Ça n'a pas parlé du 7 octobre, la soirée de César post-anatomie d'une chute, c'est ça que je veux dire. Et ça n'a pas parlé du 7 octobre, etc. Enfin, oui, bon, c'est vraiment assez perturbant, quoi. Enfin, en tout cas, c'est quand même quelque chose où les seuls trucs qu'il va partager autour d'Anatomie d'une chute, c'est de dire que c'est un film surestimé d'après
Goldnadel. Encore une fois, moi je trouve que Goldnadel, pour le coup, on est dans le genre de cas... voilà, on est dans le genre de cas, Ryan PSN s'exprime sur la guerre en Ukraine. Pour le coup, je pense que Goldnadel, je sais pas c'est quoi son avis, vraiment. Alors, voyons voir d'ailleurs son avis sur Anatomie d'une chute. Non mais c'est très courageux de ma part. Oui. Ok. C'est une transgression invraisemblable. Oula. J'ai vu hier Anatomie d'une chute. Oui. Ah. C'est pas mal. Oui. Il y a des passages très intéressants, notamment au plan judiciaire. Mais je trouve tout de même que c'est très, très surestimé. Ton amour, c'est votre avis. De faire remarquer le peu d'accord. Mais c'est Ok. Mais en fait, alors, encore une fois, ça on en a déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce que tu veux dire face à quelqu'un qui dit ce film-là il est surcoté? Vraiment, c'est... Qu'est-ce que tu veux dire face à ça? Vraiment. Merci beaucoup Cindy Poppers pour ton sub, merci énormément. Croyez-moi, je prends des risques. Hein. Non, non, parce que non, d'abord, c'est un très bon film. Personnes qui sont de votre avis. Non, c'est un très bon film, c'est très Pardon, hein, mais... Non, je vais rien dire. bien joué, Sandra Müller est formidable, le gosse il est formidable, l'histoire est formidable. Le chien, il Ça a dû te toucher quand même. Le chien, ah oui, très, Non, mais- très touché par le chien. Oui. Ils ont passé quand même 10 secondes à dire très touché par le chien. Hein. On est à ce tiers-là du niveau d'analyse. C'est subjectif. Bien sûr. Moi, je trouve que c'est un très bon film, Oui. mais c'est vrai qu'il y a... Et au moins, enfin, moi ce qui me surprend aussi, c'est de me dire que le Pascal Praud se souvient du nom de Sandra Hüller. Sandra Hüller, c'est pas une grande star, hein. C'est quand même quelque chose, quoi. La réputation du ciné FR est tachée par une majorité gueulante de gens qui ne s'intéressent finalement pas vraiment et n'ont pas la curiosité de creuser. Tout à fait. Mais c'est ça qui est J'ai dégueulasse. entendu, par exemple, des gens qui veulent être méchants disent voilà, c'est un téléfilm de France 3 Savoie. Bon, mais c'est très méchant. Mais C'est bon. très méchant. Mais Alors, En vrai, le plus basé dans l'extrait, c'est Pascal Praud. Hein. c'est plutôt inquiétant. Hein. Tac, ils avaient un badge Palestine, basé. J'ai failli liker, hein, je me dis, effectivement, c'est chouette. Donc, il y a une personne... Enfin, vraiment, c'est ça le pointillisme des destinations ciné. C'est encore une fois ce côté très revue de presse de ne voir la réalité que sous une loupe de ce qui nous arrange et de voir les critiques négatives de la part du New Yorker sur Anatomie d'une chute, et c'est tout. Et voilà, quoi. Enfin, c'est ça le truc. Et moi, typiquement, ce tweet-là, j'avoue, ce tweet-là, j'ai envie de l'encadrer, parce que je me souviens d'Anatomie d'une chute qui, pendant la cérémonie des Césars, effectivement, montrait minute après minute le nombre de récompenses, et de dire 3 Césars pour le règne animal, 0 pour Anatomie d'une chute, tout simplement parce qu'en fait les Césars techniques viennent en premier, et après c'est les Césars nommés plus artistiques, et en fait Anatomie d'une chute a eu genre je crois 4 ou 5 Césars au final, donc vraiment c'est quand même quelque chose où effectivement, et encore une fois, quand t'as typiquement les BAFTA ou t'as Oppenheimer face à plein d'autres films, The Holdovers, donc Winter Break, Killers of the Flower Moon, Pauvre créature, tout ça, c'est déjà super bien d'avoir une miette, entre guillemets, qui est le meilleur scénario. Quand même, avoir meilleur scénario à une cérémonie pour Riquin, parce que rappel, il a également eu l'Oscar, en plus d'avoir eu la Palme d'Or, c'est quand même quelque chose, quoi. Jamais entendu quelqu'un dire que c'était un téléfilm France 3. J'ai déjà entendu ça plusieurs fois. Mais vraiment, enfin, moi, c'est quand même ce truc où effectivement, c'est très très biaisé. Tout de même, c'est très très biaisé. C'est vraiment assez... Enfin, il faut garder vraiment son esprit critique face à Destination Ciné. J'imagine que si vous êtes ici, vous le savez déjà. Évidemment. Alors, je sais plus comment il va s'appelle, dire, Destination Cinéma ou Télé, je sais plus. Qui te dit les chiffres et tout. Voilà, et il dit... Et ça se voit que, mine de rien, c'est là aussi qu'on voit que Maxime Biaggi, il s'y connaît un peu, parce que je pense que quand même, tu rentres dans le milieu du cinéma français, tu deviens peut-être un peu plus de gauche, ne serait-ce que par l'environnement dans lequel tu traînes, le côté où les artistes... Je sais qu'il y a eu un tweet récemment qui en parlait, les artistes sont tous de gauche, etc. Ils sont pas tous de gauche, les gens, évidemment, ils sont vraiment pas tous de gauche, mais... En majorité, je pense quand même qu'il y a un solide 60% qui se dit plutôt de gauche. Alors après, d'une gauche tantôt mélanchoniste, tantôt Glucksmann, etc. Ça, je saurais pas trop dire. Mais quand même plutôt PS-Core, entre guillemets. Mais je pense quand même que y a une solide majorité, ne serait-ce que des techniciens et des petites mains, entre guillemets, du milieu du cinéma et de l'audiovisuel, qui sont plutôt de gauche, évidemment.
À mon avis, Maxime Biaggi s'est droitisé en sortant de la cacabox. Ça, je sais pas trop, hein, les gens. Hein. Je sais pas trop. Mais je pense aussi que tout simplement, quand tu rentres dans le milieu du cinéma, des comptes comme Destination Ciné te paraissent ridicules. Enfin, vraiment, c'est des gens qui n'ont pas compris comment fonctionne le milieu du cinéma et comment ça fonctionne, en fait, tout simplement. Donc là, je sens qu'il se retient un peu de dire, ouais, c'est un peu un compte de merde aussi. Mais bon, voilà. Mais à voir. Le film de Leila Bekti, je sais pas quoi, bref, je dis au hasard, qui s'appelle... Regardez ces expressions faciales. Enfin, vraiment, moi, ça me Le film perturbe. de Leila Bekti, je sais pas quoi, bref, je dis au hasard, qui s'appelle budget 15 millions, 22 entrées. Eh ouais, ça rend ouf. Et à chaque fois, je le vois. Et quand je le vois passer, c'est vrai que moi, je suis là, ah ouais, putain, c'est... Ça rend ouf. Vraiment, je vois que ça, je suis là, c'est noir. Bolloré est le groupe Canal connu pour être le nouveau Mao. Oui. Alors, après, encore une fois, le groupe Canal, il finance pas que des trucs de droitard, il finance pas que des trucs vraiment de droite. En fait, c'est juste qu'ils ont des obligations de financer plein de trucs. Mais après, enfin voilà, quoi. T'as plein de jeunes intermittents qui se sont politisés avec la pression du statut, tout à fait. Jeunes intermittents qui n'étaient pas le régime qui consiste à ne pas manger pendant 12 heures, hein, vraiment. Après, encore une fois, la révolution culturelle commencera par le cinéma. Encore une fois, je pense que c'est juste qu'il penche vers la gauche. Et encore une fois, le milieu du cinéma français penche vers la gauche. De là à dire c'est des effroyables gauchistes absolument horribles et révolutionnaires, tout ça. Non, les gens, enfin vraiment, c'est plutôt qu'ils penchent vers la gauche, en mode ils sont de gauche sociale, entre guillemets. Voilà quoi. Gaslighting. Non, en vrai de vrai, pour avoir côtoyé à la fois des boîtes vraiment plutôt droite et des boîtes vraiment plutôt de gauche, je vois qu'il y a quand même dans les boîtes plutôt de droite, des aspérités de gauche, quoi. Et après, ce que je vois aussi, c'est surtout qu'on est gaslight par les producteurs qui, eux, sont des immenses droitards, évidemment. Moi, je ne compte pas le nombre de producteurs qu'il y avait autour de moi qui étaient des immenses droitards, même si, même dans ce lot-là, il y a quand même un peu des gens gauchistes qui essayent de respecter les gens. On va parler de la place des femmes dans le milieu du cinéma français. Bah, on est le cinéma et l'industrie du cinéma qui a le plus de femmes actuellement en tant que réalisatrice. Donc quand même, je trouve qu'à ce niveau-là, alors évidemment, tout n'est pas rose, tout n'est pas bon, tout n'est pas parfait, mais en 2025, ça essaye quand même un minimum de faire les choses bien. C'est quand même quelque chose. Et puis, ça peut être de gauche sur d'autres questions, ça peut être de gauche sur d'autres aspérités, évidemment. Reste que, évidemment, qu'il y a des droitards. C'est pour ça que moi, je dis un solide 60%. C'est que je me dis, il y en a quand même au moins 40% qui sont de droite, voire d'extrême droite. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas. Maintenant, je pense qu'il y a quand même énormément de gens, notamment les petites mains. Et encore une fois, ça c'est vraiment un truc où les petites mains, il y a beaucoup de métiers féminins, il y a beaucoup de métiers où ça s'entraide, où c'est plutôt prolo, où ça gagne pas très bien sa vie, dans l'intermittence notamment. Il y a évidemment plein de gens qui sont... Alors après, voilà, Levi qui dit il y a beaucoup de gauchistes, de faux gauchistes qui sont là pour l'image, bien sûr. Mais il y a aussi des gens qui juste se prononcent pas politiquement, et ça, c'est aussi quelque chose de très, très populaire, de juste pas exprimer ses opinions politiques et de pas savoir exactement c'est quoi ses opinions politiques. Et en fait, quand tu commences à creuser, tu te rends compte que c'est un peu des gauchistes, mais juste qu'ils se sont fait gaslight ou qui pensent à l'inverse de leurs intérêts, etc., quoi. Combien de réalisatrices vont pouvoir faire plusieurs films? Pas beaucoup. Ça, c'est tout le bouquin de Geneviève Célé qui parle également de toute cette notion, effectivement, de second film et de savoir combien de réalisatrices peuvent faire des seconds films. Ça commence un petit peu à s'améliorer, notamment parce qu'il y a plus de réalisatrices qui font des premiers films, déjà, ne serait-ce que ça, et qui font des premiers films qui peuvent super bien marcher. On citait Vindieu, Nino, précédemment. Même là, récemment, j'ai vu l'été dernier de Valentine Cadic, qui est un super premier film et qui tourne un petit peu. Donc il y a quand même ce truc où il y en a qui essayent de faire des seconds films. Après, faire des seconds films, c'est déjà quelque chose de très compliqué, hein. Mais ça, j'ai envie de faire une émission sur les seconds films, les réalisateurs qui font des seconds films. Est-ce que c'est une étape parmi tant d'autres? Est-ce que c'est vraiment l'étape de la confirmation? Parce que généralement, effectivement, tu fais un premier film et après, est-ce que tu en fais un second? On n'est pas sûr. Enfin voilà. Mais en tout cas, ça change, mine de rien, ça change. Mais c'est pour ça que, surtout, j'ai pas envie de dire que Maxime Biaggi se gauchise en étant dans le milieu du cinéma parce qu'il n'y a que des gauchistes dans le milieu du cinéma. Évidemment que non. Oui, non, mais Rosé Chevalier, c'est surtout sur les stats de... Parce qu'il y a des stats intéressantes dedans.
Après, il y a des trucs que je trouve assez déplorables dans ce que dit Geneviève Cellier, notamment par rapport au CNC et par rapport aux aides publiques. Et c'est là où d'ailleurs le bouquin de Geneviève Cellier est un peu, je trouve, sur la brèche en termes de ce qu'il essaye de dire. C'est qu'il y a vraiment un côté où le bouquin va dire ce film-là, enfin, c'était quelque chose qui m'avait perturbé dans la lecture. Du coup, le bouquin en question, c'est Le culte de l'auteur de Geneviève Cellier, j'ai pas dit le nom, mais dans le culte de l'auteur de Geneviève Cellier, ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a donc ça cite des noms de films, et à chaque fois, ça cite entre parenthèses 600 000 euros d'argent public, des trucs du genre, et je trouve que ça fait vraiment, on dirait pour le coup Destination Ciné, quoi. c'est un peu ça qui est dommage pour le coup, parce que ça a été classé comme étant un bouquin de gauche, et à bien des égards et dans le fond ça l'est, mais je trouve il y a des petits trucs à côté un peu réac bizarre, quoi. En tout cas, ça reste un bouquin intéressant à lire, et je pense que c'est un bouquin qu'il faudrait lire, même si ça remet en question un petit peu de nos opinions, mais il y a quand même des trucs où j'étais pas trop sûr dedans, quoi. Et ce qui est dur, c'est que c'est noir, c'est que en fait, si ton film au début... Comment ça ? Je suis un fou, c'est noir. Et ce qui est dur, c'est que c'est noir, c'est que en fait, si ton film au début, il fait pas d'entrée, il va être sorti des ciné au bout de 2 ou 3 semaines, du coup, plus personne va le voir. En fait, t'as pas le droit de te planter. Ouais. Alors, dans le système du cinéma français, un peu moins. Il y a quand même parfois des films qui peuvent marcher au bouche à oreille. Le Consentement, notamment, a été un film qui a marché au bouche à oreille. Et il y a des méthodes alternatives pour sortir des films. Notamment, 22, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, le film est sorti d'abord autour de la région parisienne. Il a super bien cartonné. Et du coup, ensuite, il est sorti en province. J'étais de dire province, mais vous captez. Mais ensuite, il est sorti en province. Donc, il y a aussi plein de trucs qui sont intéressants pour sortir des films un peu en dehors des circuits, et on est beaucoup moins bête que les États-Unis à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a vraiment ce truc où effectivement, si ton film se plante la première semaine, il est mort au bout de 3. C'est-à-dire qu'au bout de 3, il sort sur les plateformes et puis basta, t'es retiré des circuits. Il y a quand même un truc où on est un petit peu moins bête et où un film va quand même rester, même s'il se plante. Là, j'ai déjà dit, mais j'ai besoin, enfin, je dois vraiment aller voir Happy End. Et je sais que voilà, il est sorti quand d'ailleurs ? Il est sorti le 1er octobre. Bon, je me dis que je pense qu'il sera encore là dans certains cinémas d'ici la semaine prochaine. Aussi parce que j'habite sur Paris, c'est quand même quelque chose qui aide énormément. Mais je sais qu'il sera encore là. Parce que je me dis, bah oui, actuellement il y a encore quelques petites séances à droite à gauche dans certains cinémas. Donc je pense qu'il y sera encore, j'espère du moins. Parce que même si Happy End, je sais pas le nombre d'entrées que ça a pu faire, Happy End, mais je crois pas que ça ait fait énormément d'entrées. Voilà, 6000 entrées, c'est quand même pas énorme. Mais effectivement, je pense que ça devrait quand même rester la semaine prochaine, et que même si d'ailleurs, ça parlait de pas de nouvelles chances, mais quand même ça a conservé son nombre d'entrées, alors qui est quand même assez ridicule, on va être honnête, c'est vraiment tout petit. Même si grand respect autour de Rezoom qui a essayé de distribuer le film tant bien que mal, et qui et en soi c'est un film qui est dur à marketer, hein, ça a l'air d'être un film très très spécial à ce niveau-là. Mais il faudrait que je le voie, surtout parce que c'est le fils de Sakamoto déjà, et qui s'appelle Neo Sora, et que à Skip le film est super bien, donc il faudra que je le voie. Faut qu'il marche direct. Ça start vite ou... Ouais, alors que s'il faut, le film il est trop bien, tu vois. Ça me rend fou, c'est vraiment punitif. Et d'ailleurs c'est dur parce que en plus ça fait que des films qui ne peuvent pas être découverts par des spectateurs. Les films ne peuvent pas être découverts par des personnes qui ne sont pas journalistes et qui vont le voir, et ça fait que du coup le bouche à oreille va pas trop fonctionner, alors qu'en plus les spectateurs sont les premiers publics d'un film de cinéma, avant même les critiques, avant même la presse spécialisée et le milieu culturel en l'occurrence. Les spectateurs lambda entre guillemets qui sont pas particulièrement cinéphiles, c'est le premier public. On rappelle que le premier public d'un film au cinéma, c'est les inactifs, donc c'est compter les retraités, les personnes qui sont au chômage et les enfants. Et c'est des gens qui sont pas spécialement tout le temps cinéphiles, c'est-à-dire que les retraités peuvent être cinéphiles, les chômeurs peuvent être cinéphiles évidemment, beaucoup le sont, mais il y a quand même ce truc où effectivement si on devait compter que sur les cinéphiles pour faire des cartons en salle, ça va pas marcher, le film va pas marcher, quoi. Donc il faut que ça soit à vertu plus grand public, et même des films comme ça doit se jouer sur la longueur. Et en fait, du coup, le bouche à oreille, ça met du temps, parce que
Tu vois un film le week-end, t'en parles lundi à la pause déj, la personne va pas aller le voir avant le week-end d'après, potentiellement. Donc quand même, il y a quelque chose où il faut que ça tienne une semaine, mine de rien. De fou, tu vois. Il y a un truc au cinéma, ça c'est une petite anecdote, je la fais en très rapide. Vas-y, au revoir. C'est la séance de 9h, je crois, ou de 8h, je sais pas, de Châtelet. Du matin ou du matin. Ok. Ça te dit si ton film va marcher ou pas. J'abuse un peu, mais c'est vraiment ça. Il y a même des cons. L'hypocrisie qui se déroule là, la réalité c'est que quand lui aussi il fera sa boost cinématographique, il y aura de la pub partout, il sature l'espace d'information et après il dit oh les pauvres petits auteurs invisibles et gros ça y est. Je pense que là tu fais un délit de sale gueule autour de Maxime Biaggi parce que pour le coup, pour connaître un petit peu vite fait son contenu depuis les débuts, moi j'étais là depuis la première saison de Zen. Et je vais pas non plus dire que c'est un prince cinématographiquement parlant. Je rappelle quand même que à l'époque sur Zen, ils ont fait la promo de The Flash et de Crazy Bear. Donc je me dis quand même que niveau goût cinématographique, on n'est pas trop là, mais j'ai quand même l'impression qu'effectivement c'est quelqu'un qui essaye vraiment de s'intéresser au cinéma et particulièrement au cinéma français. Parce que, en termes de propositions, il y a plein de trucs, évidemment. Le look est classique de sa part, mais évidemment. Et sa scène avec Alexandra Lamy, pur classique, évidemment. Maintenant, effectivement, je pense que si demain, lui, il sort un film, et que vraiment, il réalise un film, il y aura quand même de la promo un petit peu partout. Moi, je sais que j'étais assez choqué, mine de rien, ni en bien ni en mal, de voir qu'il y avait énormément de promos autour du film de Mr. V, autour de Mark Walter. Je me suis dit, putain, effectivement, il y a beaucoup d'affiches. Enfin, je voyais des affiches dans la rue, je voyais partout que ça en parlait, tout ça, qu'il y avait des pubs un peu partout, aux abribus de métro, tout ça, aux abribus de métro. Aux abribus, il y avait des affiches, etc. Évidemment, moi j'étais assez surpris. Maintenant, je me dis que c'est tout naturel de faire de la promo sur ça. Bien sûr, c'est les stars de demain, mine de rien. Donc bon, il a juste un petit rôle pour... Oui, tout à fait, il parle du fait qu'il a un petit rôle dans un petit film. Et puis voilà, quoi. Et je pense pas que ça fera comme... C'est ça, le film ? Voilà, je pense pas que ça fera comme Le Correspondant où ça sera le premier rôle direct et puis voilà quoi. Je pense pas. Maintenant effectivement, je pense que s'il est dans un petit rôle comme ça sera marketé autour et qu'il y a un effet un peu Star Talent. De toute manière, c'est un truc qui se passe beaucoup aux États-Unis qui risque d'être importé en France. C'est qu'il y a énormément de directeurs de casting qui recrutent selon le nombre de followers Instagram. Donc ça fait qu'il y a des gens qui sont obligés de se mettre à Instagram parce qu'ils sont obligés de montrer qu'ils ont des aficionados, qu'ils ont des fans. Pour qu'ensuite ça leur fasse de la promo gratuite entre guillemets, une fois qu'ils disent je suis dans tel film, etc. Même si parfois même ça se négocie de dire je fais une story que si je suis payé tel cachet, tel montant quoi. Donc bon. Aujourd'hui, il essaye aussi beaucoup de plaire et de pas fâcher au milieu du cinéma français. Ouais, c'est aussi pour ça, je pense, particulièrement sa réaction un peu gênée face à la citation de Destination Ciné, quoi. Paola Locatelli au cinéma, on aurait pu ça passer. Mais en plus, tu parles de ça. Mais c'est rapide le film, c'est ça ? Rapide, je regarde ça. Et je me dis, putain, ils ont pris Paola Locatelli, ils ont mis son visage en gros sur l'affiche. Ça a dû bien buzzer parce que Paola Locatelli, c'est combien ? C'est genre 1 million, 2 millions d'abonnés, je crois, sur les réseaux, quelque chose du genre. Je sais pas exactement. Mais voilà, 2 millions d'abonnés sur les réseaux. C'est qui ? C'est 2 millions d'abonnés sur les réseaux. Après, c'est normal de pas connaître. Moi aussi, je connaissais pas particulièrement avant. Mais je vois ça et je me dis, putain, 2 millions d'abonnés sur les réseaux, ça doit bien marcher. 172 000 entrées. Cumul, comment ça se fait que le cumul à la première semaine, alors que c'est 42 000, ça soit comme ça? Ah, c'était les avant-premières qui ont super bien marché? Ou alors c'est que la première semaine comptait pas? La première semaine n'était pas comptabilisée, ok. Pardon. Mais du coup, voilà, c'est moins de 10% des gens qui sont abonnés à elle, qui sont allés le voir. Et reste que ça a été quand même un petit carton, on va pas se mentir. Mais c'est aussi parce qu'il y a Alban Lenoir dedans et que Alban Lenoir c'est une figure bankable. Je sais pas exactement c'était quoi le budget qu'avait le film, évidemment. Maintenant, j'ai quand même l'impression que c'est un film à gros budget avec des voitures de course, etc. Donc je pense que mine de rien, ça a dû coûter bonbon. Et que en vrai, je pense que ça s'est plutôt planté. Donc je pense pas que si demain Maxime Biaggi,
qui en plus, je crois, a moins d'abonnés hein, sur les réseaux, notamment un des réseaux où il y a le plus d'abonnés, c'est genre peut-être Instagram, et où il a, tac tac tac, 1 million d'abonnés. Effectivement, je pense que ça marchera, ça sera, faut pas compter sur ça pour que ça fonctionne, évidemment. Agence adéquat. Putain, il est dans adéquat. Putain, vraiment. Hein. C'est chouette. Adéquat, qui est une des grandes agences d'acteurs. En fait, il y a 2 agences d'acteurs qui gèrent tout, hein, mine de rien. Et c'est Adéquat et une autre agence, je sais plus laquelle. La séance de 8-9h du matin de Châtelet. Ouais. Tu vas arriver, et si ton film il marche, il y a 27 personnes. S'il y en a que 3, tu sais que ton film va pas marcher. Et souvent, ça vraiment. C'est corrélé de fou, tu vois. Le maître. Mais pourquoi c'est le maître étalon? C'est parce que c'est la première séance nationale. C'est-à-dire que nationalement, c'est la première séance de tout cinéma dans la France métropolitaine. Et surtout parce que le Cinéma des Halles diffuse tous les films. Donc ça veut dire que tu vois les ordres de préférence, en fait, tout simplement. Mais c'est là aussi où il faut pas juger en se disant que le 9h les Halles... Moi, je me souviens, typiquement, il y avait un graphique avec le 9h des Halles de 2024, si je me trompe pas. Et en fait, le film qui était tout au-dessus, c'était Nous les Leroy. Mais pourquoi? Parce que c'était des séances spéciales avec la présence, du coup, de Flaubert et de Adrien Méniel pour rameuter tout le monde, quoi. Donc forcément, la séance du 9h des Halles a super bien marché. Parce que quand il fait ce genre de séance-là, ça marche bien. Reste que du coup, Nous les Leroy, ça a pas non plus été le film qui a fait... il a pas non plus détrôné un petit truc en plus, quoi. Et tout comme un petit truc en plus, d'ailleurs, je cite ça comme exemple, mais un petit truc en plus, c'est un film qui s'est fait sur la durée, avec du bouche à oreille. Et voilà, Nous les Leroy, ça a quand même été un petit carton. 500 000 entrées, c'est plutôt pas mal pour un premier film. Reste que, alors, beaucoup porté par les acteurs, beaucoup porté par le fait que ce soit Flaubert, etc. Bien évidemment. Mais c'est pas parce que ton 9h des Halles fonctionne du feu de Dieu, je crois que ça a fait genre 200, enfin ça a fait quasiment ça le compte pour son 9h des Halles, que ça va faire le plus gros carton après, quoi. Donc bon. Étalon du cinéma de Châtelet-Les-Halles, 8h. Il y a une scène dans 10% où à un moment, l'agent, il y a un de ses acteurs qui tourne dans le film, il va à Châtelet-Les-Halles et tu le vois prendre 20 places, tu vois. Ben, c'est pour ça, il y a vraiment ce truc-là. Après, c'est plus un effet porte-bonheur en soi, hein, parce que effectivement, si tu prends 20 places, ça va pas vouloir dire que ça va presque de manière complotiste gérer tout ça, quoi. Le mec qui fait l'imitation du gamin à Walter White sur TikTok en influenceur dans un petit truc. Ah oui, je vois la vidéo. Putain, mais c'est poisson. Et donc c'est pour ça, je te dis, les chiffres ils comptent de ouf au ciné, au-delà de l'aspect artistique de si un film est bien ou pas, tu vois. Et ça rend un peu ouf, mais... Ouais, il y en a, il dit le 9h des Halles. Le 9h des Halles, ouais. Eh ben... Tout à fait. Ouais. C'est un truc de ouf, hein. Tout à fait. C'est beau. Non, ok, je comprends totalement. Je comprends totalement. Oublié que c'était un peu chiant. Là, dans le chat, il a dit, j'imagine Zach au ciné, ça me fait rire. Je peux pas être... après, peut-être qu'il va faire une boîte de prod et financer le tourneur Mandico, Langlois, on sait pas, non? Bah, en vrai... Le tourneur, il est plutôt hype hein, sur Letterboxd parce que, en vrai de vrai, moi je trouve que Maxime Biaggi, mine de rien, ça va, il a un peu de culture par rapport au cinéma. Il a quand même une culture très Letterboxd. Je ne critique pas, j'ai aussi une culture très Letterboxd, mais il a quand même cette culture-là très Letterboxd. Et je me dis qu'en vrai, il faudrait qu'il en sorte un petit peu, mais ça prend du temps, ça met du temps. Reste que quand même, il parlait du fait que notamment. Je crois qu'il y a une anecdote qui raconte à un moment chez Squeezie où il disait ouais, à un moment en cours on devait aller voir pour les cours on devait aller voir Agnès Varda, etc. Et en fait on apprend en regardant les nouvelles qu'elle est morte, enfin des trucs du genre. Donc je me dis quand même que vouloir aller voir Agnès Varda, en quoi elle est morte en 2021 je crois, Agnès Varda, c'est quand même quelque chose, quoi. Je pense pas que ce soit un bandeur de cinéma ricain. Non, mais c'est un utilisateur Letterboxd français. Ce qui est très précis comme catégorisation de personnes. Assis sur un truc, regardez une... Non, je vois ce qu'il veut dire. Ah ouais, bah le dernier film que j'ai regardé, c'était Demon Slayer. Voilà, c'était de la frappe. C'était bien? Fallait que je le dise parce que j'ai dans mon entourage... Alors, il est bien d'ailleurs ou pas le film Chainsaw Man? Et est-ce que si on a des très vagues souvenirs de la saison 1, on peut y aller quand même? Parce que moi, j'ai un petit peu envie, quoi. Je vois totalement la caractérisation. Bah oui, mais c'est très précis en vrai. Hein. Les utilisateurs français Letterboxd, ils sont très pointus. Donc, ouais, bon.
Faudra que je Ah, c'est des gens qu'il faut que me rappeler que je suis allé voir ça à 30 ans, comme si ça T'as vu l'avant-première au Grand Rex là ou... Je l'ai vu au CG. Ah, 2019 pour Varda, ok. Je savais que c'était autour de 2020. Mais... Nanterre en bas de chez moi. Dédicace au CGR Nanterre, très bon cinéma, j'y vais souvent, voilà. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour Et il y a pas longtemps. Alors vas-y, tu sais quoi, vu qu'on parle de ça comme ça, au moins après on va parler, on va recentrer sur toi et Internet. Il y a pas longtemps, j'ai regardé pour la 2e fois de ma vie, je suis allé voir un film qui m'a fait partir avant la fin. Ah ouais. Ça m'est arrivé une fois. C'est quoi? Ça m'est arrivé une fois quand j'étais gamin, c'était une daube monumentale, je l'avais raconté en live, les gens me l'avaient retrouvé, c'était vraiment une bouse immonde. Et là, c'était un truc qui était plutôt bien noté, mais dans les 20 premières minutes, j'ai pas accroché du tout, au point où franchement j'ai fait non, je me casse, c'était le Dracula récent. Ah non mais Zach Nani, je commence à douter de toi. Genre Zach qui suit Destination Ciné, qui va voir le Dracula de Luc Besson. Ça va, c'est quand même... informe-toi un petit peu, enfin, ça va. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Ça m'est arrivé 2 fois, je crois, de quitter la salle. De Judet ou de Besson. Alors, l'interview, elle date d'hier, je crois que c'est de Luc Besson. Hein. Mais moi, ça m'est arrivé 2 fois de quitter la salle, je crois. Une fois devant Mon Crime de François Ozon. Et une fois devant, plus récemment, devant Gangs of Taiwan. C'est pas que le film était mauvais, Gangs of Taiwan, c'est juste que je me disais, j'étais très fatigué, et je me disais, en vrai, j'en ai vu assez. Donc bon. Et une autre fois, alors après, je la compte pas parce que j'ai rattrapé le film après, c'était devant Peggy Sue s'est mariée, j'étais à la nuit du Méliès. Et en fait, je suis sorti de la salle parce que j'avais énormément mal au crâne, j'avais des sueurs froides, les fameuses sueurs qui rentrent dans le cul là, les sueurs qui glissent le long de ton dos et qui rentrent dans ton trou du cul. Enfin, vraiment, j'avais ça. Et ouais, c'est les 2 fois où j'ai vraiment quitté la salle. Mais sinon, quand même, je respecte. Et j'évite vraiment de quitter la salle. J'ai des fois où j'hésite. Devant Tar, j'ai hésité à quitter la salle. Devant Tar, j'ai hésité et je me suis dit, est-ce que je quitte la salle? J'étais avec mon ex. Et en fait, il y a ce truc où généralement, quand tu vas à 2 voir un film, t'as plus cette honte de dire à l'autre, viens, on quitte la salle. Enfin, c'est un peu ce truc-là. Donc, t'es un peu plus forcé d'aller voir un film. Mais quand je suis tout seul, j'hésite pas, quoi. J'hésite pas. En tout cas, je devrais un peu moins hésiter par moment, quoi. Dracula de Radu Jude, même si j'ai trouvé le film long, et même si je me suis dit, putain, waouh, c'est long, je me suis dit quand même, j'ai envie de voir au moins la fin, et j'ai envie de voir comment ça se termine. Et je sais que j'ai eu la même, du coup, la même aussi devant le Dracula de Luc Besson. Je me suis dit, putain, mais comment ça se termine cette merde? Mais je sais que généralement, les films longs, je peux plus facilement me dire, putain, est-ce que je pars ou pas? Au pire, tu dors. J'ai du mal à dormir au cinéma. Alors, en fait, c'est ça qui est horrible. C'est que quand je me dis, putain, le film est chiant, autant faire une sieste, je me dis, ouais, mais attends, quand même, peut-être que ça peut être percutant par moment. Et quand le film m'intéresse vraiment, je peux parfois roupiller. C'est ça qui est horrible quand même. Ah, ouais, c'est... Attends, Dracula, c'est Besson? Ils ont refait un Dracula récemment, je sais pas, je l'ai vu, tu sais, sur la carte en bas de chez moi, j'y connais rien, je vois Dracula, je me dis, allez, vas-y, tu sais quoi, j'y vais. C'est le Besson, je pense. Dans les 20-25 premières minutes, je te... Là, ça se voit que Maxime Biaggi, il pense à celui de Radu Jude, justement. Il se dit, putain, celui de Radu Jude, effectivement, si tu vas le voir comme ça, bizarre. C'était gaze. Moi, je critique pas la proposition artistique parce que j'y connais rien, vous l'avez compris. J'essaie de rester humble, voilà. Mais au bout Et il est pas allé voir le Dracula de Luc Besson. Donc quand même, j'ai l'impression qu'il est un peu plus gaucher. 20 minutes, j'ai fait, j'accepte. Je suis pas diverti, je pars. C'est quoi tes films Bon, là, du coup, les films préférés de Zach Nani et de Maxime Biaggi, je m'en fous un peu. De toute façon, c'est dispo sur son Letterboxd et tout. Mais en vrai, en soi, plutôt basé comme manière de parler du cinéma français. Je suis plutôt content que ça parle du cinéma français sur une émission comme ça, à grande écoute et tout. Je me dis, en vrai, c'est plutôt sympa, quoi. C'est plutôt sympa comme interview. Vas-y, pourquoi pas. Et donc ensuite, je sais qu'il y a une autre interview en rapport avec le cinéma qui a fait un petit peu parler récemment. C'était celle-ci. Rien de choquant, on va dire. Voilà, c'est rien de choquant, mais même en vrai, c'est chouette. En vrai de vrai, je suis même pas en mode rien de choquant. Je suis juste en mode, ouais, c'est chouette, quoi. Enfin, ça va, ça parle bien. Évidemment, ça va pas parler comme chez Tsunami ou comme
ou comme, je sais pas, chez Prisme Cinéma, des trucs du genre de cinéma, mais ça va en parler de manière pour le grand public, et ça en parle plutôt bien pour le grand public. Donc voilà, franchement, carré. Maintenant, du coup, une autre interview qui a pas mal fait parler, c'est celle-ci. Alors pour le coup, ça a moins fait parler pour parler de cinéma, mais ça, j'ai envie d'y revenir aussi. Il sort un film auquel il tient les plus grands acteurs. On sait qu'il n'y a pas de fin à l'amour. C'est la lettre qu'il vous a écrite. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. On va accueillir maintenant l'un de nos plus grands acteurs. Plus le temps passe, plus je comprends pourquoi ils l'ont pris pour jouer Sarkozy. Mais pareil. Alors, et pour le coup, il jouait très bien Sarkozy. Même si le film était nul à chier, président là, de Anne Fontaine, c'est ça, je crois. Bah putain, très bon Sarkozy, il tenait très bien le truc. Je me rappelle de cette fameuse interview où il disait « Il y a Sarkozy et il y a la petite voix ». Et c'est vraiment, effectivement, il le tient bien, quoi. Acteur, l'un des plus populaires, oscarisé pour The Artist, adulé dans OSS, il peut tout jouer, les films d'aventure comme les comédies ou les grandes fresques historiques. Il sort un film auquel il tient énormément, L'homme qui rétrécit. Jean Dujardin est notre invité après ce portrait signé Stéphanie Desjars et Pascal Nancam. Moi, ça m'intéresse de voir le portrait qu'on va faire de Jean Dujardin, parce que c'est vrai que la carrière de Jean Dujardin, elle est très bizarre, parce que le type, du coup, il commence dans des comédies un peu bébêtes. Il se trouve qu'il se fait repérer par Hazanavicius qui va le suivre sur les OSS, tout ça, évidemment. Et après, du coup, Hazanavicius veut faire un film un peu plus sérieux avec The Artist, tout en mêlant de la comédie, du drame. Et là, effectivement, bah, c'est l'explosion, et il commence à faire quelque chose de enfin, à avoir une carrière qui décolle énormément, mais tout comme Omar Sy avec Intouchable, évidemment. Et on se dit, waouh, faut l'attendre vraiment au tournant. Et le premier film qui sort après la sortie de The Artist, c'est Les Infidèles, avec Gilles Lelouch. Ouais, non, on va l'oublier. Enfin, vraiment, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce film-là? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Enfin, c'est une sorte de film à sketch... où en fait c'est les sketchs, on dirait qu'ils se donnent le mot pour paraître le plus misogyne possible. Il y a un sketch qui est plutôt sympa, qui se passe dans un monde un peu en mode la cogip, je crois peut-être par Nicolas et Bruno, je sais pas trop, mais en mode monde de l'entreprise, tout ça. Et sinon, ouais, vas-y, lit de pipi sur son coulant de caca, quoi. Et du coup, après The Artist, je crois que le premier film qu'il annonce comme étant le prochain film de sa carrière, c'est Brise de Nice 3. Donc en fait, il s'en fout vraiment. Alors il a une micro-carrière à l'international, il joue vite fait dans le Loup de Wall Street, dans Monuments Men, des trucs du genre. Mais c'est toujours un petit peu le Frenchie du groupe, quoi. Et en vrai, depuis, il a une carrière un peu en dents de scie bizarre, où moi j'attends quand même un petit peu L'homme qui rétrécit. Mais sinon, oui, c'est vrai que jouer dans le Polanski, c'est un petit peu bizarre. Et le fait qu'il soit barré de la France juste parce que les gens n'ont pas voulu défendre Polanski, bon, on va s'en passer, quoi. Je pense qu'on peut se dire que le temps de Jean Dujardin est passé. Mais mine de rien, c'est une carrière très bizarre et très étrange, quoi. Je vais pas dire que c'est une des plus grandes carrières de l'histoire du cinéma, mais c'est une des plus bizarres. Au moins ça. Alors, on va voir coup de force. S'être imposé parmi les étoiles du cinéma avec un film muet. C'est vrai. 2011. Petite anecdote, enfin je me souviens de cette anecdote-là quand j'étais plus jeune, mais pour l'anecdote, Askip, c'était très dur pour lui de faire ce rôle-là, parce que à la base, ce qu'il fait autour de ses rôles, c'est qu'il apprend les répliques et qu'il essaye de les sortir dans la vie du quotidien. Sauf que là, tu peux pas faire... Est-ce que tu peux faire... tu peux dire ce genre de réplique-là quand tu vas acheter du pain, sachant qu'il en a pas, quoi. Enfin, il en a une, c'est With Pleasure, et puis voilà, quoi. J'avais bien aimé le film de Kerviel et des épines. C'est quoi? C'est Love... ah, putain. Ah, je sais plus, mais oui, effectivement, il était sympa. L'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, putain, qu'est-ce qu'il a voulu foutre là-bas? Enfin, c'est trop bizarre. Le Dain, effectivement, c'était cool, mine de rien. Non, c'était pas effacer l'historique, c'était parce qu'il est pas dedans. Mais c'était I Feel Good, voilà, I Feel Good, exactement. C'était chouette en vrai, I Feel Good. Précis le Dain d'ailleurs, un qui défend Polanski, l'autre qui se lève et qui se barre. Mais oui, le Dain, mine de rien, c'est un tournant bizarre aussi dans sa carrière, parce que il y a à la fois du coup Adèle Exarchopoulos qui se lève et se casse quand Polanski reçoit son prix, et en même temps l'autre qui tourne dans le Polanski. Donc, et ça sort la même année en plus, hein, donc c'est vraiment très très étrange. Et mine de rien, c'est trop chouette d'avoir accepté, quoi. C'est quoi le problème avec l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby? Bah en vrai, j'ai dit Exarchopoulos.
J'ai dit l'autre Adèle. Oui, Adèle Haenel. Avec Adèle Haenel, du coup, qui se barre, tout ça. Mais oui. C'était quoi le problème avec l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby? Bah, c'est que à côté, t'as l'ouverture des JO, quoi. C'est quand même autre chose. Et non, mais en vrai, c'est... Non, c'est juste que j'ai vu un TikTok récemment sur Adèle Exarchopoulos, je sais plus. Donc, j'avais le nom en tête. Mais bah, c'est juste que la Coupe du Monde de rugby, en vrai, elle était... Enfin, qu'est-ce qu'il a voulu nous couper, quoi. Enfin, vraiment, c'est pas dans l'universel, ça donne pas envie de regarder ça, ça a pas tellement de rapport avec le rugby. C'est le côté baguette franchouillarde, etc. Bon, voilà, quoi. Après, je dirais pas que c'est genre spectacle de droite ou des trucs du genre, c'est juste, ouais, c'est les clichés basiques OSEF, quoi. Après, oui, c'est ringard. C'est surtout ça, c'était ringard, quoi. Oh, ta gueule, poisson. L'artiste propulse Jean Dujardin tout en Oui, moi, la vérité, j'aurais ouvert la cérémonie des JO en hommage à la cérémonie précédente qui était au Japon par un Akira Bike Slide. Et là, ça aurait eu de la gueule. haut de l'affiche. Thomas Joly, entends-moi. Pluie de récompenses pour le film, parmi lesquelles un prix à Cannes et même un Oscar à Hollywood. Pour le comédien Frenchy. Oh putain, génial, merci, formidable, merci beaucoup, I love you. Et tout commence sur petit écran, avec un gars, une fille et des blagues de couple en série. Le cinéma s'entiche aussi de son humour. C'est lui qui a... Et alors, je dois être très honnête aussi. Brice 3. Brice de Nice 3. Est-ce que je l'ai en Blu-ray là chez moi? Je crois que je l'ai. Brice 3. Faut en parler. Je pense qu'en vrai, vous savez, j'ai fait le truc du 10 films pour apprendre à se connaître, tout ça. J'aurais pu peut-être le mettre. J'aurais pu vraiment peut-être le mettre. Vraiment, enfin, c'est je trouve, Brice 3, c'est un chef-d'œuvre. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. J'ai pas d'autres mots pour le décrire. C'est peut-être une des adaptations les plus crues et les plus brutes de Metal Gear Solid 1. Seuls ceux qui l'ont vu pourront comprendre. Et je trouve qu'en vrai, j'aurais dû même le mettre dans mes 10 films préférés. Vraiment, j'aurais dû le mettre quelque part, je sais pas où. Mais franchement, j'aurais dû le mettre. Et effectivement, c'est juste, enfin, c'est magnifique, quoi, comme film. Faut vraiment le voir, en vrai, faut vraiment le voir. Et dedans, d'ailleurs, si vous achetez le Blu-ray, vous avez en exclusivité Brice 2. Puisque c'est vrai, voilà, la promo... Déjà, ne serait-ce que ça, ne serait-ce que l'idée du Brice 3, parce que le 2, je l'ai cassé. Je me dis, ok, idée de génie. La promo avec que des Brice partout, en mode qu'est-ce que je me suis manqué, etc. Magnifique. Et je trouve vraiment, regardez-le avant de juger. C'est comme les tuches, hein. Regardez-le avant de les juger. Moi, j'ai regardé qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, j'ai trouvé ça mauvais. J'ai regardé les tuches, j'ai trouvé ça excellent. J'ai regardé Brice 3, je me suis dit, ok, Brice 3, j'y vais pour le trip un peu nostalgique. Magnifique. Brice de Nice 1, je l'ai revu en salle. C'est d'ailleurs, j'ai une place de cinéma sur ma coque de téléphone, et c'est la place de cinéma pour la projection Tsunami de Brice de Nice à la Filmothèque du Quartier Latin. Donc, et c'est la place que je garde parce qu'en vrai ça me définit bien, mine de rien, ce truc du aller voir Brice de Nice à la Filmothèque du Quartier Latin. Je trouve qu'effectivement il y a vraiment quelque chose de super chouette, quoi. Moi je pense que le film offre une vision kafkaïenne du changement de soi-même au départ, et la fin où Brice devient le Père Noël montre son évasion de cette terreur interne pour laisser place à la fantaisie. Tout à fait. Non mais c'est magnifique, quoi. Brice 3, mais, bien meilleur que le 1. Bien meilleur que le 1. Dis-moi que t'es un 94-95 sans le dire, je suis un 99. Imaginez Brice de Nice, surfeur frimeur à la bêtise légendaire. Ça te dirait de pas venir? Non mais quel personnage, hein. Un acteur idéal de comédie. En OSS 117. Oh. Petite confession. J'aime beaucoup Hazanavicius. J'aime bien OSS 117. Mais bon, on passera. Enfin, ça va. Je vais pas non plus hurler de rire. Il y a des scènes vraiment chouettes. Je n'aime pas trop la scène de Bambino. J'avoue que je passe un peu au-dessus. Je suis en mode, ouais, bon. Elle est sympa, cette scène-là. Mais je vais pas non plus hurler de rire, quoi. Non, choufin. Mais ta gueule, poisson. Enfin, vraiment. Oh là là. Mi-espion, mi-bouffon,
un alliage magique. J'ai ma petite formule à moi, je dirais que c'est un peu de chun et beaucoup de conneries. Juge dans La French ou flic dans Novembre. Héros de l'affaire Dreyfus dans J'accuse. On va en parler de celui-là. Jean Dujardin endosse aussi des rôles plus sombres ou sinueux, comme celui de Sylvain Tesson dans le film Sur les chemins noirs. Celui-là, alors j'avoue, je l'ai pas vu Sur les chemins noirs, ça a l'air d'être le film dramatico-gaze du moment. J'avoue que je vois pas, enfin c'est pas que je vois pas l'intérêt, c'est que je me dis oui bon, est-ce que je vais foncer le voir vraiment? J'ai pas grand intérêt non plus. Et surtout, ouais, c'était le cadre de la promo où c'était très, ouais, le retour de Jean Dujardin en France. Alors j'étais jamais parti, mais le retour de Jean Dujardin, bref, je sais pas, je suis pas non plus très intéressé par ça, quoi. Adapté d'un écrivain d'extrême. Ah ouais, putain. Ma mère m'a dit c'est bien, mais c'était les films corps. Putain, elle a dit c'était les films corps. Genre vraiment, ta daronne. Je m'étais dit à voix presque haute. Si je m'en sors, je traverse la France. Et bonsoir Jean Dujardin. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir ce soir pour un film fabuleux. Je vous le dis sincèrement, on l'a tous aimé dans l'équipe du 20h. Alors après, j'ai très hâte de L'homme qui rétrécit parce que Yann Kounen en France associé avec Jean Dujardin, ça peut être poulet, franchement ça peut être poulet. Donc sachant qu'il avait fait déjà 99 francs. Et d'ailleurs, le truc c'est que en plus il s'était barré de la France justement parce que il avait fait une séquence qui était très sympa pour le film Les Infidèles, qui avait été supprimé, en fait, tout simplement, du montage cinéma, parce que les producteurs étaient un peu frileux, les producteurs dont Jean Dujardin, et du coup, il avait dit, puisque c'est comme ça, bah, je me barre de la France, allez niquer vos mères, et là, du coup, le voir de retour avec Jean Dujardin, ça peut promettre, en vrai. Hein. Thriller métaphysique haletant, original, avec une vraie réflexion sur le sens de la vie. Ça s'appelle L'homme qui rétrécit, c'est réalisé par Yann Kounen, ça sort mercredi prochain. Ce film, c'est vous qui en avez eu l'idée, c'est vous qui le portez. En fait, c'est un remake d'un film américain qui date de 1957, que vous avez vu. Oui, un côté très renouveau du film de monstre, tout ça. Je vais aussi juger des questions de Léa Salamé, hein, mine de rien. Pareil, j'ai jugé des questions et des réflexions de Zach Nani. Je vais pas me priver par rapport à Léa Salamé, mais c'est vrai que effectivement ce côté c'est lui qui est à l'origine du truc, ça fait très système hollywoodien aussi. Il essaie peut-être un petit peu même d'importer le système hollywoodien, même le logo fait comme ça. En vrai, vas-y, pourquoi pas, quoi. Sa période docu, elle est pas faite en France. Je crois que oui, je crois que sa période docu à Yann Kounen, si je me trompe pas. C'est pas son retour en France non plus, hein, bien sûr, mais il y avait ce truc où il s'était vraiment barré après la séquence dans Les Infidèles, et que là, ça faisait un petit moment. Enfin voilà, il a fait Mon cousin, c'est ça? Voilà, Mon cousin, qui avait l'air un peu. Attends, si je me trompe pas. Ah oui, c'est vrai, c'était ça. Oh. Ça avait l'air un peu. Vas-y, quoi. Vas-y. Tac. Vous avez adoré, et ça fait... C'est vous qui avez appelé le réalisateur, vous le portez en vous, celui-là. Oui, mais sans vraiment y croire. Je me promenais dans la Fnac et en fait, j'ai revu en fait ce DVD. Là, il y a une rangée de DVD cultes et je l'ai pris en me disant... Ça me titille quand même, je vais le regarder, il fait 1h20, je l'ai vu 2 fois, j'ai challengé mon producteur en lui disant est-ce que tu peux avoir les droits? Et tout est allé très vite, entre Yann Kounen, Marie-Josée Croze, Alexandre Desplat pour la musique, et ça a été un... Ah, c'est Alexandre Desplat en plus à la musique, putain, mais c'est vraiment... Ouais, effectivement, il veut vraiment le vendre à l'international aussi, je pense, quand même. Comme On voulait vraiment vivre cette expérience-là, tous, en fait. Et pourquoi ce film-là vous a tellement obsédé? Pourquoi vous vouliez absolument plus qu'un autre le faire? Je cherche toujours les raisons, alors c'est très difficile, parce que parfois on nous pose des questions et on n'a pas forcément les réponses, mais oui, il est question d'impermanence, on va dire. C'est vrai qu'on est tous un peu de passage, on le sait, on est un peu comme des fleurs. C'est intéressant parce que moi, j'ai toujours cette habitude-là de dire que les interviews d'acteurs, généralement, c'est quand même vachement gaze, et en vrai, c'est quand même un truc que je maintiens toujours, c'est de dire que les interviews d'acteurs, c'est toujours très très gaze, mais là, c'est pas juste une interview d'acteur, c'est aussi et surtout une interview de producteur. Et c'est là que ça m'intéresse aussi énormément, c'est que je me dis, ok, si là, c'est une interview de producteur, c'est pas rien. Et un producteur a quand même une vision plus artistique et plus... alors évidemment, il y a une vision monétaire, bien sûr, évidemment. Mais ça a aussi généralement une vision plus artistique. Ça a aussi une vision quand même de c'est mon projet, j'ai envie de le porter, etc. Donc là-dessus, c'est plus sympathique généralement à regarder. Voilà, on sort, on pousse, on s'épanouit et puis on fane. Alors ça veut pas dire que c'est morbide, mais ça veut dire qu'en fait, il faut peut-être être heureux aussi avec ce qu'on a et profiter de
ce qu'on a. Il y a une vision quand même un peu plus créative que juste un acteur, parce que encore une fois, c'est quand même ce truc-là où moi, c'est aussi pour ça que j'ai pris ces deux extraits-là et que je voulais les comparer. C'est qu'en fait, j'ai souvent l'impression que les interviews d'acteurs, généralement, on est sur de l'interview où ça va parler de tout sauf du cinéma. Alors que généralement, les interviews de gens qui ne parlent pas de cinéma et où on leur demande vraiment de parler de cinéma, je pense aux émissions sur Combini, je pense à plein d'émissions en ligne, en fait c'est là qu'on va retrouver des gens qui vont parler très sincèrement de cinéma, avec ce qui les anime, avec ce qui les intéresse. Et en fait les acteurs, je ne sais pas pourquoi, on ne leur demande pas de parler de cinéma. On leur demande pas de parler des derniers films qui ont été leur coup de cœur, des derniers films qu'ils ont pu regarder, des films qu'ils ont adorés. Et en fait on ne sait pas c'est quoi les derniers films qu'ils ont vus, c'est quoi leur rapport même au cinéma. Et ça c'est un truc où, à part si la personne va en parler de lui-même, en fait les personnes qui font les interviews ne vont pas axer l'interview là-dessus, ne vont pas axer l'interview sur le fait de dire c'est quoi les derniers films que vous avez pu regarder, qui vous ont intéressé, qui vous ont marqué, même ça peut être des grandes productions, tout ça, qu'est-ce qui vous intéresse. Et pourtant c'est des gens qui vont voir des films, c'est des gens qui vont regarder ces films-là en salle, enfin tous les acteurs de cinéma vont voir des films en salle. J'ai croisé très récemment en allant voir Chien 51, j'ai croisé au retour François Ozon au Hall, donc voilà, qui a pourtant son film qui sort bientôt, mais je l'ai croisé au Hall comme ça, je sais pas ce qu'il allait voir. Je pense qu'il allait voir De Piano, mais je ne peux pas le confirmer, mais je pense qu'il allait voir De Piano. Et du coup c'est vrai qu'à chaque fois, enfin, ces acteurs-là, on dirait qu'ils ne sont pas stars de cinéma et qu'ils sont juste stars, en fait, tout simplement. Et que le fait qu'ils soient associés au cinéma, c'est finalement juste un hasard. Et en fait, ça n'a rien à voir avec leur profession, quoi. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Ce qu'on vit et d'être dans cet enthousiasme-là. Et c'est vrai que peut-être que ce personnage-là ne s'en rend pas bien compte. C'est ça la leçon métaphysique de ce film, parce que ce personnage, donc c'est un conte fantastique, c'est l'histoire d'un homme marié avec un enfant, où globalement tout va bien dans sa vie. Oui, c'est assez réaliste. Oui, c'est très réaliste. Et puis petit à petit, effectivement, il se passe quelque chose, un phénomène un peu météorologique. On va pas dire quoi. On va dire quoi. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas vraiment quoi. On ne sait pas. Et puis ensuite... Mais en fait, c'est après... Ça a l'air d'être juste la finalité, c'est qu'il rétrécit, quoi. Vraiment, c'est juste ça. C'est juste l'homme qui rétrécit, c'est un homme qui rétrécit. Il n'y a pas d'autre truc, juste il rétrécit, quoi. Je trouve que l'affiche, par contre, elle est pas très... Enfin, il y a une des affiches qui est assez pertinente et où on comprend exactement ce qui se passe, et celle avec le chat, évidemment, on comprend tout ce qui se passe. Mais celle-ci qui est souvent utilisée, en fait, je trouve qu'on comprend pas exactement ce qu'il y a à l'écran. Ah si, il y a une petite araignée, ok, j'avais pas vu, pardon, je vais l'enlever au cas où il y a des gens arachnophobes. Mais je trouve qu'on voit pas tellement ce qui se passe à l'écran, quoi. Il rétrécit. Tous les jours, il perd des centimètres. Ah ouais. L'analyse de la Salamé, quand même. On va pas dire quoi. On va dire quoi. D'ailleurs, on sait pas vraiment. Il parle vraiment comme mon oncle, prof de philo pour collégien à table, ça me perturbe, putain. Ça explique beaucoup de choses, Poisson, hein, sur toi, tu sais. Hein. On sait pas vraiment quoi. On sait pas. Et puis ensuite... Mais en fait, c'est après... Et puis il rétrécit. Il rétrécit. Exactement. Tous les jours. Non, mais attendez. Et puis il rétrécit. Non, mais il faut le dire. Il rétrécit. Merci, Léa Salamé, de dire que dans le film L'homme qui rétrécit, il y a un homme qui rétrécit. Je ne pensais pas qu'on aurait ça dans le film. Je pensais pas qu'on serait face à ça. Je pensais qu'en fait, ce serait tout autre. Qu'on aurait un autre rapport au film, qu'on aurait un autre rapport à tout ce qui se passe à l'écran. Et qu'en fait, finalement, il y aurait autre chose, quoi. Oui, je comprends pas pourquoi surjouer comme ça. Je sais pas. Et surjouer pas comme ça quand il disait que Dominique Bénéard était mort parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet. Mais bon, écoute... La surprise est totale, effectivement. C'est vraiment, effectivement, je comprends pas pourquoi être aussi choqué, quoi. Si vous êtes arachnophobe, cachez-vous les yeux pendant la bande-annonce du film au ciné. Il y a un screamer qui va vous faire convulser. Tout à fait. Non, mais c'est un métier d'être journaliste et Léa Salamé l'endosse à la perfection, quoi. Donc bon. Mais bon. Ça va de soi pourtant, paf. Mais heureusement qu'elle l'explique. Heureusement qu'elle explique, effectivement. En vrai, hors blague, c'est juste, ça paraît ridicule. Mais oui, bah c'est ça, quoi. C'est ça. Non, attends, c'est... Je confonds pas. Non, c'est Dominique Bernard. J'ai dit Dominique Bénéard. C'est Dominique Bernard, le professeur qui a été assassiné, malheureusement. Mais effectivement, enfin, en fait, ça a tourné un petit peu. C'est qu'en fait, au JT de France 2... Alors, c'était à la fois au JT de 13h et au JT de 20h. C'est que ça a montré... Léa Salamé a dit que Dominique Bernard... avait été assassiné parce qu'il avait montré des caricatures de Mahomet. Sauf que non, c'est Samuel Paty qui a fait ça. C'est juste que l'anniversaire malheureux de leur mort tombe assez un peu sur les mêmes temps. Mais bon, c'est confondre les trucs, mais bon.
Voilà. Perd des centimètres jusqu'à devenir tout petit. Ah oui, je passe de minuscule. 1m80 à 0,4 cm. Voilà, c'est-à-dire la taille. Enfin, vous passez par le Ken, le Ken et Barbie. Le Ken de 28 cm, Et effectivement. puis ensuite, vous rapetissez Et jusqu'à la rapetissais fourmi. aussi. Oui, effectivement. Oui, c'est une métaphore de la vie. Enfin, on essaie de. C'est comme un conte d'Andersen, un petit peu, quoi. Il y a Poussette, je crois, qui existe, c'est comme ça. Et on suit ce petit. Non, mais. Ce qui est sûr, c'est qu'il rétrécit. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut pas dire qu'il ne rétrécit pas, quoi. C'est vraiment. Enfin... Tom un peu dans ses tourments et il essaie de survivre dans cette cave et c'est évidemment très très compliqué. On regarde un extrait ? Oui, si vous voulez. Oui, bon, après les extraits, on peut s'en battre un peu les couilles. Vous avez déjà eu des cas comme ça par le passé? Je vais juste passer l'extrait vite. Ça a l'air plutôt barbant. En vrai, moi, j'ai un petit peu des hâtes. Je me dis, ça peut être sympa quand même, hein, comme film. En vrai de vrai, il peut y avoir un rapport d'échelle qui effectivement peut être mieux fait que dans Un homme à la hauteur, tout de même. Mais voilà quoi. Mais alors moi, ce qui m'impressionne, c'est que là, on voit qu'il est tout petit, mais il a l'air d'avoir rétréci. C'est ça qui moi m'impressionne. C'est qu'il a l'air vraiment d'avoir rétréci dans le film. Alors je sais pas si l'acteur a vraiment rétréci. S'il a fait ce travail-là, hein, vous savez, avec les technologies aujourd'hui d'Hollywood, de stéroïdes, tout ça, peut-être qu'effectivement, il a pu rétrécir dans la réalité. Moi, je suis assez bouche bée parfois par des avancées technologiques qu'on peut retrouver au cinéma. Et, enfin, je sais pas, Kate Winslet, elle a duré, je crois, 10 minutes sous l'eau pour Avatar 2. Enfin, c'est vraiment quelque chose, quoi. Poisson va niquer ta mère, je fais 1m68. Hein. C'est ce que nous sommes. Voilà, on a vu l'araignée parce qu'il y a une scène absolument terrifiante où le mini-homme que vous êtes se bat avec l'araignée. C'est vraiment... Ça fait penser à la SF américaine des années 50, mais mixée au trailer contemporain. Bah, c'est un remake d'un film de science-fiction des années 50. Donc bon. La leçon de la vie, c'est qu'elle... Pardon, mais ce truc de leçon de vie. Enfin, tous les films sont des leçons de vie si tu veux aller par là. Enfin, il n'y a pas grand-chose qui différencierait l'homme qui rétrécit d'un autre film, quoi. Tous les films sont des leçons de vie. Je comprends pas trop pourquoi celui-ci en serait un particulièrement, quoi. Passe très vite et qu'il faut profiter des bonheurs quand ils sont là, parce qu'il n'en profitait pas assez ou suffisamment. L'araignée signifie un peu les ennuis, ouais. C'est vrai, il a peur. Il a peur. C'est un film qui résonne avec l'homme de 50 ans, de plus de 50 ans que vous êtes aujourd'hui, qui dit quelque chose qui vous parle dans votre vie aujourd'hui? Je sais pas, mais il se trouve que oui, le fait de faire ce film à la cinquantaine, sûrement, ça veut dire quelque chose. Est-ce que c'est pas conscient? Qu'il a que la cinquantaine. Moi, j'ai l'impression qu'il est là depuis si longtemps, entre guillemets, Jean Dujardin, même si bon, ça fait qu'une vingtaine d'années, mine de rien, mais c'est vrai qu'il a que la cinquantaine, entre guillemets, quoi. C'est quand même, effectivement, il est plutôt jeune, en fait, hein, vraiment. Elle n'a pas reçu le dossier de presse où il était... Non, j'ai l'impression qu'elle l'a reçu parce que ça mentionne le côté Ken de Ken et Barbie. Donc j'imagine c'est le côté où à un moment on le voit dans une maison de poupée dans la bande-annonce. Je pense que c'est par rapport à ça tout de même. Mais ouais, effectivement. Je me suis pas dit je fais un bilan, mais je suis en train de me dire je viens de passer quand même la première mi-temps, je rentre dans la deuxième. Ça va plutôt bien, j'ai une belle vie, mais j'essaie maintenant de faire 2 colonnes. Voilà, il y a la colonne des moins, la colonne des plus. Je regarde plutôt les plus et j'évite les polluants, en fait. Oui. Vous dites la cinquantaine, c'est une décennie qu'il ne faut pas rater. Comment on la rate pas? Il ne faut pas rater la vingtaine non plus, hein, je suppose. Oui, ni la quarantaine. Ni la quarantaine, d'ailleurs. Non, il ne faut rien rater, on n'en a qu'une. Donc, oui, j'ai l'impression, en tout cas, en parlant... Après, ça y est, on est sorti du film. C'est-à-dire que on a parlé 5 minutes vite fait du film, et là, on va parler pendant les 3 minutes restantes d'autres choses. On va parler de la vie. On va parler de toute autre chose, on va parler de la vie, on va parler de ah oui, c'est quoi d'avoir 50 ans? Bon, est-ce que c'est si intéressant que ça d'avoir l'avis de Jean Dujardin sur le fait d'avoir 50 ans? Je sais pas, je pourrais demander à mes darons qui sont un peu plus vieux. Peut-être qu'ils auront un peu plus d'expérience là-dedans, peut-être que... Voilà, il ne faut pas rater sa vie. Bon conseil de la part de Jean Dujardin. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel conseil de la part de Jean Dujardin. Effectivement, enfin voilà. Il fait beau dehors, pas actuellement, il fait un petit peu sombre. Quand même, on est en hiver, donc en ce moment, c'est vrai que le soleil se couche un petit peu plus tôt. Là, d'ici une semaine, il devrait se coucher quoi, à 18h. Oh, quand même, c'est un petit peu relou. On part au travail, il fait nuit, on revient du travail, il fait encore nuit. Oh là là, c'est un petit peu relou, effectivement. Donc bon. Avec mes amis, effectivement, entre 50 et 60, on se dit c'est là qu'on peut encore vraiment asseoir les choses et profiter encore. On est encore très jeunes, hein, ça va très bien, tout va bien. C'est vrai que le soleil est rétréci, quoi.
Mais c'est vrai qu'il a un air assez juvénile, en vrai, mine de rien, Jean Dujardin, quand même. Hein. C'est à partir de ces petites phrases juvéniles, de ces petites phrases anodines sur la vie et la société qui vont faire écrire Télérama et Le Figaro le lendemain. C'est vrai. C'est vrai. Entre les deux, il y a 50... C'est vrai qu'entre 50 et 60 ans, il y a 55 ans, déjà, quand même. Hein. Et c'est vrai que c'est bientôt le changement d'heure. Tout de même, c'est l'heure d'hiver ou l'heure d'été, d'ailleurs. Moi, j'ai quand même envie de regarder un petit peu de mon côté. Mais c'est vrai que le 26, c'est l'heure d'hiver. Donc, alors, on avance ou on recule? Et comment veux-tu que je t'encule? Pardon. On avance ou on recule d'1 heure? On gagne 1 heure de sommeil ou on perd 1 heure de sommeil? Je sais jamais, en vrai. Je crois qu'on gagne 1 heure de sommeil, c'est ça? Il fait plus soixantaine qu'un cas. Je sais pas, mais je trouve c'est plus dans les mimiques, c'est plus dans l'attitude, vraiment. On rapetisse d'1 heure. Qu'importe ce que ça veut dire. Dans Paris Match, la semaine dernière, vous disiez en couve, il est quand même chouette, notre pays. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Oui, voilà, on va parler du pays. J'ai bien aimé cette phrase. Est-ce que vous avez l'impression qu'on le malmène, qu'on se malmène, que finalement, la France, vous savez cette phrase de Sylvain Tesson, vous l'avez jouée dans les Chemins Noirs, qui dit « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Est-ce que... La citation de merde, hein, quand même. Il est quand même chouette, notre pays. Rien à dire dessus, juste dire ouais, il est chouette. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu rentres dans le côté mon pays? Bon, évidemment, c'est des citations là, on rentre dans la partie où il est anti-woke là. C'est les citations qui va parler vraiment du mal-être en France, etc. Oui, alors c'est quoi la France déjà? C'est quoi la France? Parce que il est quand même chouette notre pays. Antoine Léaumont pourrait le dire, Marine Le Pen pourrait le dire. Enfin vraiment quoi. Et puis dans les supermarchés, ils commencent déjà à mettre les décorations de Noël. Vous en pensez quoi, Jean Dujardin? Mais d'abord, ils mettent les décorations d'Halloween. Pendant encore là quelques semaines, ils vont mettre les décorations d'Halloween. Et après, ils vont mettre les décorations de Noël. Vous pensez quoi d'Halloween? Moi, j'aime bien Halloween. J'aime bien Halloween parce que on regarde des petits films d'horreur. Non, pardon, on parle pas de cinéma. On parle pas de cinéma avec un acteur de cinéma, c'est vrai. Parce que bah on est dans une ambiance un petit peu voilà bucolique, très voilà. On remplit les citrouilles, les potirons. Oui, mais qu'en est-il de mon potiron? Enfin, voilà. Donc bon. Est-ce que ça résonne avec vous? J'en sais rien. C'est très compliqué dès qu'on parle de la France, parce que pour certains, la France, c'est rance. Il y en a d'autres, ils sont dans la défiance. En revanche... Il manque une rime en anse, jeune trans. Pardon, mais putain, ils ont déjà mis les décos de Noël chez vous. Putain. Eh ben, hein. Il y a vraiment plus de nuances, donc je ne sais pas du tout ce qu'on peut dire moi sur la France. Ce que je vois moi depuis 25 ans, c'est je vois des gens qui aiment leur pays. J'ai l'impression que les réseaux sociaux ne ressemblent pas aux humains que je rencontre depuis 25 ans. Les gens. C'est Fabien Ruffin. C'est vrai que c'est Fabien Ruffin, très bon homonyme quoi. La France c'est trans, bah peut-être un jour, hein. Peut-être un jour. Hein. Mais non, mais ce truc pareil, ce truc les gens ne reconnaissent plus trop la France, non, c'est juste que les gens sont plutôt critiques de la France, et en même temps, moi je me souviens, j'ai vu un TikTok récemment, baisse un doigt baisse un doigt si tu es d'accord avec l'affirmation, et si tu as les 5 doigts levés, tu es un vrai gaucho. Si tu as la main, le poignet serré, c'est que tu es un vrai droitard. Et c'était des trucs en mode baisse un doigt si tu trouves qu'il y a trop d'immigration, tout ça. Il y avait une question, c'était baisse un doigt si tu penses que c'était mieux avant. Et moi j'avoue, bah, on partait à la retraite avant déjà, hein. Avant Macron, tout ça, voilà, on partait à la retraite avant, il y avait des trucs qui étaient un peu mieux avant, les services publics étaient meilleurs avant, enfin des trucs du genre quoi. Donc j'ai l'impression que même ce truc du ne pas aimer la France, c'est pas nécessairement des gens qui sont anti-France parce que trop gauchos, c'est aussi même des gens de droite. Là récemment il y avait un petit droitard un peu à la con qui montrait le prix de ces tickets de train, tout ça, et qui dit ah c'est un scandale. Oui, mais en même temps tu es le premier à vouloir la destruction des services publics, donc évidemment tu goûtes à ta propre médecine, évidemment. Et puis voilà, définir avant, enfin voilà, avant l'inflation, avant le Covid, avant les années 2000, non évidemment, moi si je pense à avant et que je dis c'était mieux avant, c'était en mode bah oui il y a 5 ans c'était un peu mieux, enfin il y a 6 ans parce qu'il y a 5 ans c'était vraiment pic du Covid tout ça, mais 2019, 2016 même, j'étais en mode ah oui c'est sympa à la vie quoi, enfin il y avait plein de trucs où on avait un peu d'espoir, on se disait quand même ça c'est un peu nul, puis on était jeunes aussi, il y a aussi ce truc où avant on était jeunes, donc forcément on est nostalgique du temps où on était jeunes parce que on n'avait pas un frigo à remplir, donc voilà.
Puis oui, quelle position de classe on était. Moi, j'étais plus riche quand j'étais chez mes parents. Donc bon, on entendait moins les racistes à la télé avant. Aussi, voilà, ils avaient un peu plus honte quand même. Le FN était pas encore au second tour. Donc bon. Ils sont heureux. Alors peut-être que j'ai un traitement de faveur, ça c'est possible. Oui. Je pense quand même que Jean Dujardin, big star, big personnalité médiatique, tout ça, a quand même plutôt un traitement de faveur par rapport à d'autres personnes qui sont un peu moins aisées et qui galèrent un peu plus. Peut-être, je pense pas que Jean Dujardin ait subi un déclassement fulgurant au fur et à mesure de sa vie. Je pense même qu'il a plutôt bien gagné sa vie, tout de même. Donc bon, un peu quand même avec Ardisson et compagnie, c'était un autre délire. C'est vrai, mais après Ardisson, c'était... en fait, il y avait ce côté où Ardisson contenait tous les racistes. Et depuis qu'il est mort, tous les racistes sont partis ailleurs. Non, mais en tout cas, Ardisson contenait un peu beaucoup de gens, quoi. Donc bon. Mais je vois des gens heureux, je vois des régions magnifiques, je vois un littoral, je vois des gens qui ont envie et... Alors après, c'est vrai, non mais objectivement, il y a des gens qui vivent bien en France, qui sont contents en France, qui même aiment, je pense pas que aux gens qui sont riches, entre guillemets, hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont très contents de vivre en France, qui sont heureux, et qui se disent « Ah oui, non mais la France, ça reste un beau pays, je suis content d'être là, je suis content d'être ici. » Franchement, voilà quoi, et je pense qu'il y a même des gens de classe moyenne qui sont plutôt contents parce que ils vivent dans leur vie des fameux 9 to 5 aux États-Unis, donc des 9h à 18h, 9h à 18h. Et ils sont contents, ils rentrent chez eux, le soir, ils sont un petit peu fatigués. Mais le week-end, ils vont à la plage, tranquille, enfin... Voilà, il y a quand même ce truc où, effectivement, je pense quand même qu'il y a des gens qui sont assez heureux, quoi. Donc bon, doit-on se contenter des gens qui se contentent que des gens se contentent de peu? C'est là aussi la vraie question. C'est de se dire que, effectivement, je pense qu'il y a des gens qui sont heureux. Maintenant, est-ce qu'ils sont vraiment heureux au fond d'eux? Et est-ce que, moi, je peux raconter des anecdotes personnelles avec des amis de mes parents qui étaient tout heureux, etc. Et à un moment, juste, ils ont une séance chez le psy avec leur société, et là, ils font dans l'arme, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où, effectivement, il y a beaucoup de gens qui cachent un mal-être, en fait, au plus profond d'eux, et ce mal-être ne s'exprime jamais, et en fait, il s'exprime de la manière la plus violente possible. Évidemment, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Donc bon. Qu'est-ce qui nous empêche? Alors, est-ce qu'on est pris en étau entre une politique qui est parfois... en ce moment très instable. Oui, qui est un peu austère et un peu difficile, parfois aussi... Un peu difficile. C'est vrai que c'est un peu difficile, la politique, en ce moment. Non, mais c'est quand même le truc où, effectivement, j'ai l'impression qu'en ce moment, Macron est peut-être la personne qui radicalise le plus les gens et qui radicalise le plus, qui politise le plus les gens. Parce qu'effectivement, il y a un vrai côté où, là, actuellement, c'est vraiment fou à quel point il y a tout le monde qui dit putain mais c'est la merde quoi. Enfin ça commence à se voir que c'est la merde. Avant, déjà à l'époque hein, évidemment, déjà à l'époque de Macron 2016, des trucs du genre, évidemment il y avait des gens qui disaient que c'était de la merde, bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où les gens là le voient beaucoup plus quoi, vraiment. Qu'est-ce qui nous empêche ou comment nier le déterminisme? Mais bien sûr. Enfin il y a un côté où là, on voit une appréciation de classe assez déroutante, quoi, bien sûr. Il y a beaucoup plus de gens radicaux en France, c'est triste. C'est pas nécessaire... Enfin, la radicalité, c'est pas nécessairement triste. C'est triste que d'un côté. Une espèce d'actualité en continu qui fait qu'à un moment, on ne réfléchit plus vraiment et on... Ça, c'est MGS2, hein. Je reconnais. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté où l'actualité est faite pour nous faire peur. Et ça, c'est toutes les télévisions en continu et les chaînes en continu. Il y a quand même quelque chose où, effectivement, les chaînes en continu, là-dessus, ça a fait, je pense, des ravages. Hein. Parce que le nombre de maisons de classe moyenne ou prolétaires qui laissent la télé constamment allumée dans un coin de chez eux et qui laissent la télé constamment là et qui est une présence constante qui va toujours dire des informations les plus anxiogènes possibles. Bah oui, ça fout un coup au moral, quoi. Je pense qu'avant, on était plus heureux sont les imbéciles, le royaume des cieux leur est ouvert, comme dit la Bible. Il y a quand même ce truc où, effectivement, actuellement, comment dire, les infos en continu sont plutôt néfastes pour la mentalité des gens. Mais en même temps, moi, c'est un vrai truc où, personnellement, je suis très heureux de savoir que... je suis même très heureux de savoir qu'il y a des choses horribles qui se passent dans le monde.
parce que je me dis, bah, entre moi qui ne sais pas et moi qui sais, la chose horrible se passera quand même. Juste au moins, je serai informé et je me renseignerai un peu sur ce que je peux faire. J'essaie de faire des dons, j'essaie de faire des trucs. Et puis voilà, quoi. On regarde plus vraiment. Vous savez, c'est comme quand on rentre chez nous, on met vite un GPS, alors qu'on sait exactement comment on peut rentrer chez nous. Mais on préfère mettre le GPS, on sait jamais. Et là, c'est pareil. Skill issue. Hein. Skill issue, parce que moi, enfin, il y a des moments où je rentre chez moi. Il y a même des moments où je rentre chez moi depuis un lieu que je connais pas trop. Mais je me dis, ok, alors attends, je suis ici. Si je vais vers là, vers le sud, je recouperai par rapport à un passage que je connais. Ah, ok, là, il y a un tramway comme ça. Ok, j'y vais. Genre, je trouve que ça va, quoi. Non, j'ai la même. Ok, Poisson le droitard. Vraiment, Poisson le droitard. Vraiment. Ça comble un vide, la télé en continu, bien sûr. Mais il y a des gens qui ont ça avec des podcasts, par exemple. Moi, ça fait 10 ans que j'ai pas allumé ma télé pour un truc. Donc bon, s'il y a des travaux sur le chemin, bon, les travaux, généralement, ils vont pas non plus te faire bifurquer, quoi. Après, ça dépend si t'as un truc par rapport à comment dire, par rapport au métro, par rapport à la route vraiment que tu prends. Moi, je sais que typiquement, il y avait des moments où en fait, j'arrive devant la station de métro fermée. Donc je me dis, ah, merde. Bon, bah, je rentre chez moi parce que je voulais aller au ciné en fait, mais bon, si le temps que je fasse un détour, j'y vais pas, quoi. Donc bon. On va regarder les infos pour avoir un avis, alors que je pense qu'on peut avoir un avis sur la France. Bah après, on va regarder les infos pour avoir un avis. Là où je suis pas forcément d'accord, c'est aussi que en fait tout change constamment et c'est pas nécessairement avoir un avis. Avoir un avis sur quoi en fait? Avoir un avis sur la France de manière générale, oui, mais la France, si elle était figée, elle serait déjà morte. La France est constamment en évolution et donc moi j'ai un avis sur la France qui change constamment. Tantôt je trouve que c'est le plus grand pays du monde parce que je sors d'un film français qui est super bien et je me dis putain trop bien d'avoir financé ça. Tantôt je me dis que c'est de la merde parce que on vote encore une loi de merde. Tantôt je me dis ouais c'est bien parce qu'il y a tel truc qui est sympa. Tantôt machin. Généralement je suis quand même assez pas d'élu non plus et je me dis que quand même on est dans un pays qui se fascise, voilà, qui est pas génial, où il y a plein de trucs à corriger, mais en même temps je me dis qu'on est mieux loti que certains autres pays, et en même temps je me dis que comment dire, c'est un syndrome, c'est un biais du survivant aussi, et en même temps je me dis que j'ai pas vu tant de pays que ça dans ma vie, je suis pas allé dans tant de pays que ça, je suis jamais sorti de l'Europe, donc voilà. On peut garder son avis sur les choses, sur les gens. On a un très joli pays. Entre le littoral, entre les régions, la gastronomie. Encore le littoral, hein, c'est vraiment un truc où, oui, bah, il y a du littoral. Il y a d'ailleurs des littoraux en plus. Mais oui, bah, c'est super. Après, par contre, c'est vrai que le spawn point France est quand même plutôt cheaté. Hein. C'est vraiment un truc où tu as accès à quasiment tous les climats, sauf le climat désertique. Uniquement en France métropolitaine, hein, j'entends. T'as quand même un truc où t'as énormément de climats très différents. T'as tous les types d'environnements. Tu pourrais aller de partout en France et explorer toute la France et jamais être vraiment très lassé de la chose. Donc bon. Mais après, par contre, oui, c'est vrai que c'est très précis de dire le littoral particulièrement. Le littoral particulièrement, c'est bien. Bon. Bah, les gens, il y a d'autres endroits vraiment chouettes dans lesquels vivre, hein, bien sûr. Mais c'est comme les gens qui vont de la Corse et qui disent la Corse c'est trop bien. Oui, je sais où tu vas. Donc voilà. Et pourquoi tu nous as quittés alors, Jean? Bah oui. En fait, c'est ça le truc, c'est que rappelle que Jean Dujardin il s'est barré de la France suite aux accusations autour de Polanski, etc. Donc tu dis, bah pourquoi tu t'es barré si tu trouves que c'est un excellent pays, frérot? Enfin, le problème, c'est quand on le dit rapidement, on est taxé de facho. Alors. Encore une fois, Antoine Léaumont qui dit la France est un super pays parce qu'on a fait la guillotine, etc. Parce que Robespierre, il n'est pas taxé de facho, justement, il est taxé de l'inverse même, de gaucho-communiste. Y a plein de... L'histoire de France est tellement vaste qu'on a énormément de choses qui se passent et que on n'est pas forcément traité de facho si juste tu dis que t'aimes bien la France, quoi. Donc bon, c'est... Après... Oui, sur Twitter, avec 50 gauchistes, tu t'es taxé de facho si tu dis que t'aimes bien la France. Ok, mais bon. Certains peuvent le taxer de droitard quand même. Léaumont, c'est les radicaux Twitter. En vrai, en fait, c'est ça le truc, c'est que les radicaux Twitter, ils sont 5. Bon. Il a pas dit qu'il fallait réfléchir genre 2 minutes plus tôt. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est sa réflexion, quoi. Rappelle que sa réflexion, c'était de dire la France est un chouette pays. Genre, vraiment, on est là. On se dit, qu'est-ce qu'il faut que je dise alors? Je suis rétrograde parce que j'aime le pâté? Ou qu'est-ce qui est compliqué en fait là-dedans, quoi? C'est pas rétrograde d'aimer le pâté, hein. C'est plutôt
c'est plutôt sympa d'aimer le pâté. Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas le pâté. Mais après, c'est mes goûts personnels, quoi. Léo Mans, c'est un agent endormi du RN. Et ben, Poisson, on est à un haut niveau quand même. Hein. Donc, évidemment, c'est de la récupération et il faut pas tout écouter, mais il faut garder l'espoir. La colonne des plus. La colonne des plus. Et jeter le résidu, c'est ce qu'on retiendra. Oui, puis pas rétrécir, quoi. Voilà. Pas rétrécir. C'est vrai qu'il était là pour un film où il rétrécissait. Donc c'est quand même c'est sympa parce qu'il était là pour un film où il rétrécissait. Hein. Je rappelle qu'il était là pour un film où il rétrécissait et qui parle du sens de la vie. Pas rétrécir comme vous dans ce film-là. Exactement. Vraiment, je vous encourage à aller le voir. L'homme qui rétrécit de Yann. Je vous encourage à aller le voir. Enfin, c'est une rédaction qui est censée l'avoir vu. On vous encourage à aller le voir, peut-être, mais pourquoi c'est bizarre. Pardon, le jeu m'a gêné. Bon, bah écoutez, enfin oui, il fait sa pub, il est gentil. Enfin voilà, la France, c'est la viande et pas la viande cachère. Pardon, non, pas la viande halal. La viande cachère, ça va, on accepte. Mais la viande halal, pas du tout, hein, bien sûr. De souvenir, on a aussi du climat divertique en France. J'avais visité un coin où il y avait un ancien camp de concentration qui avait été installé là et qui par la suite a été reconverti en camp pour accueillir les harkis, mais je ne me souviens jamais du nom. Bouteille à la mer, s'il y en a qui s'en souviennent. Ah, désertique. Oui, ok. J'imagine que dans un camp de concentration Sturtov, ça dit dans le chat. Ok, mais effectivement, enfin oui, bah c'est énième pas coming out réac parce qu'on savait déjà qu'il était un peu droitard, etc. Du Jardin, mais énième coming out de ah oui, non mais la France, les gens se plaignent, et puis finalement, pourquoi les gens se plaignent? Ça va, la vie est tranquille. Bah non, la vie est pas tranquille, il y a plein de petits soucis, il y a plein de problèmes. Voilà quoi, il y a plein de soucis, il y a plein de trucs à corriger. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas parce que ici c'est bien que ça pourrait pas être mieux quoi. Mais moi ce qui m'impressionne particulièrement avec ces deux extraits que je mets vraiment en parallèle, c'est que bah encore une fois, Biaggi il a bien mieux compris le système du cinéma français, il a bien mieux compris comment ça se passe. Je crois qu'il y a d'autres moments où il parle d'autres aspects. Et puis enfin, il y a quand même aussi un truc où chez Zach Nani, interview de 1h45 avec beaucoup de choses, avec énormément d'aspects, bien sûr. Et interview chez Léa Salamé, c'est de 46 à 53, donc ça fait 7 minutes, quoi. Merci beaucoup, Hicham, pour le sub. Merci énormément. Donc bon, il est parrain de la BRI, il a déjà dit que l'extrême gauche et l'extrême droite faisaient de la récupération politique, a exprimé son choc face à la gifle sur Macron. On peut à peu près le situer, oui voilà c'est ça, on peut quand même à peu près le situer sur une ligne plutôt les républicains, au moins. Et voilà quoi, donc et puis après je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais il a jamais lâché le rôle de OSS 117. Non, je pense qu'il était assez sincère dans son rôle de OSS 117 et qu'il peut trouver que le racisme c'est pas bien, des trucs du genre. Je pense pas qu'il soit d'extrême droite non plus, juste qu'il est d'une droite entre guillemets républicaine selon lui, qui pour moi n'est plus trop républicaine en ce moment, en mode les LR tout ça, et que bah en soi il est dans une ligne de ce côté-là quoi. Donc bon. Ça reste un petit facho de pacotille. Mais en tout cas, à côté, quand même, tu compares avec Maxime Biaggi où les gens disent il s'est droitisé depuis son départ de la Caca Box, tout ça. Bon, on est quand même loin, quoi. On est quand même loin. Sans non plus dire que c'est un type parfait, Maxime Biaggi. Encore une fois, il faut de la nuance dans la France. Pour certains, c'est Rance. Pour d'autres, c'est l'espérance. Il manque une rime en anse, jeune trans.